amis fidèles présents à cette rencontre du dimanche matin pour rappeler un certain nombre de principes. Nous allons commencer par le gros chantier actuel, c'est le chantier concernant le mémoire. Actuellement, vous êtes une petite dizaine à rédiger. J'ai d'autres personnes qui ont décidé de reporter après leur 4-1 leur dépôt de mémoire à une session de 2021. C'est bon, chacun fait ce qu'il veut. C'est un peu dommage, mais dans la foulée, on peut gagner. Je ne sais pas comment le jury, compte tenu de la pandémie et de la reprise indirecte des problèmes qu'on rencontre sur le territoire national et des interdictions éventuellement de certains pays de voir arriver des ressortissants étrangers. On ignore si tous nos amis qui résident actuellement dans d'autres pays que la France pourront finalement au mois de novembre ou au mois d'octobre pour certains d'entre eux pouvoir venir sans encombre. C'est tout ce que je souhaite. Et pour l'instant, je ne peux pas affirmer de manière précise. Ce qui veut dire que j'ai demandé à Monsieur le Président du jury la possibilité d'étudier un rallongement du délai des dépôts de mémoire de 15 jours. J'ai toujours pas de réponse, j'en aurai peut-être probablement pas, mais j'ai fait cette demande solennelle. Donc j'espère qu'on aura la possibilité, si c'est pas à moi, de le signaler. Mais j'ai l'impression qu'ils vont attendre le plus tard possible pour que le siècle puisse s'organiser, parce que si on donne les 15 jours tout de suite, les gens ils vont bien sûr réagir en conséquence, et tout le troupeau des mémoires, il va arriver le 15 septembre. Tandis que si on dit ça le 28 ou le 29, il y aura déjà beaucoup de dépôts déjà de fait. Le siècle pourra s'organiser et envoyer déjà les mémoires aux membres du jury qui ont été désignés pour telle ou telle mémoire. Ça se passe comme ça. Ils envoient le mémoire, les deux mémoires, et il y en a un troisième qui reste au siècle. Ils envoient les deux mémoires aux deux jurys, en particulier celui qui a fait l'agrément, qui a 9 chances sur 10 d'être retenu, sauf cas particulier, maladie ou autre indisponibilité pendant un certain nombre de semaines, et un autre membre qui est choisi par rapport aux vœux qu'il a exprimés sur les différents thèmes des mémoires sur lesquels il se sent plus compétent que d'autres. Donc on connaît a priori l'un des membres, mais on ne connaît pas l'autre membre. Et ce qui est curieux aussi, c'est que les deux qui participent à votre jury ne le savent pas et le découvrent le jour de l'arrivée à Arcueil. Ça, c'est assez surprenant. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des duos bien établis. Moi, j'ai connu de nombreuses années où on savait qu'on était toujours à deux, les mêmes. Donc, on pouvait s'échanger quelques jours ou quelques semaines avant les mémoires qu'on devait se faire soutenir ensemble. Tandis que maintenant, ils ont décidé que les deux membres du jury n'étaient pas forcément toujours les mêmes. En conséquence, la surprise arrive le 10 novembre, le 17 novembre, quand on arrive à Arcueil, et on découvre avec qui on est. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça. Donc pour vous situer un peu le contexte, a priori les gens se découvrent, mais bien sûr quelquefois ils se connaissent depuis longue date, ce qui fait que le rapprochement se fait très vite. Mais compte tenu du contexte de l'examen, les examinateurs sont convoqués pour 9 heures, supposons. Bon, ils arrivent quelques minutes avant, mais sachez-le, on nous met soit devant une table dans une grande salle à Arcueil, soit dans une petite salle dans un autre endroit, mais on arrive tous les deux, membres du jury, avec notre paquet de mémoire de la journée, 3 ou 4 ou 5, ça dépend, mais on n'a pas beaucoup de temps pour échanger, quoi. On a quelques minutes avant l'arrivée du premier candidat, chose que je regrette beaucoup. Si tout le monde avait un barème, on pourrait déjà s'organiser au niveau du barème, soit avant l'arrivée du candidat sur le mémoire, ou alors après on fait le point avec un barème bien établi, barème dans lequel, à mes yeux, le mémoire doit être mieux analysé, mieux noté que la soutenance. Et en aucun cas, la note globalisée de la soutenance doit être supérieure à la note globalisée du mémoire. Parce que le mémoire, c'est quand même un travail
de longue haleine et on ne peut pas lui donner moins d'importance que la soutenance. C'est absolument malheureux. Mais malheureusement, le contexte des dernières années m'amène à dire que la bourrasque soutenance emmène tout. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on croit, eh bien, les gens y réagissent au niveau de la soutenance et ils ne réagissent pas par rapport aux mémoires. Alors, on a eu des témoignages, j'en ai plusieurs. J'ai les témoignages de Brice, qui est un Camerounais qui m'a avoué qu'il avait fait une excellente soutenance, il n'avait été jugé que sur la soutenance, car à travers les questions posées, il s'est rendu compte que le jury ne connaissait pas du tout son mémoire. Donc c'est parce qu'il a fait une bonne prestation en mémoire qu'il a eu son 14. Mais il dit, ça ne m'a pas ravi du tout, parce qu'il y avait des choses que j'avais déployées dans mon mémoire, ils n'en ont pas parlé. Et ça, c'est pas normal qu'on a un examen Bac plus 8 dans lequel on a encore quelques négligences. Je ne dis pas qu'il faille généraliser, mais c'est comme cela. Alors, on va revenir maintenant sur le scénario de nos travaux. Nous sommes aujourd'hui le 9 août. Vous avez a priori jusqu'au 31 août, date de la poste faisant foi, pour déposer les exemplaires numériques et exemplaires écrits. Numériques par le biais de courriel et les papiers par le biais de votre poste, avec le cachet de la poste faisant foi. Comment ça se passe aujourd'hui? Donc, vous êtes, ceux qui m'écoutent aujourd'hui, ils sont tous au même niveau, ils sont en train de rédiger leur mémoire. Et notre travail consiste à reprendre, d'abord pour certains d'entre vous, poursuivre la documentation, pour d'autres, relire le mémoire de A à Z, en apportant à haute voix des informations qu'on n'avait pas maîtrisées. Quand on lit comme ça le mémoire en silence, on ne voit pas toujours. C'est en écoutant que l'on découvre certaines maladresses. Et on en a tous trouvé, là, les gens qui m'écoutent, on a tous trouvé des maladresses. Les petits points supplémentaires qu'on amène, Francis et l'auditeur, c'est les petits focus qu'on amène, qui sont là pour à la fois apporter un éclairage complémentaire, à la fois revaloriser le rôle de l'expert comptable, et troisième point, de faire une sorte de résumé pédagogique des pages et des pages, environ 10 pages, parce qu'on fait un focus sur les 10 pages que vous avez rédigées. Il faut vous dire que votre mémoire, c'est un mémoire d'expertise comptable 4 plus 8. C'est-à-dire, en un mot, même si le sujet est simple, ou même quelquefois très simple, il est accepté, donc tant mieux pour vous, vous devez respecter le 4.1 et le relire régulièrement pour bien vous pénétrer du 4.1, a priori qui doit être un tableau de respect pour les deux membres du jury, le respect du 4.1. Donc à partir de là, vous devez élever le niveau. C'est-à-dire, comme je le dis à certains d'entre vous, il faut que le niveau de votre rédaction ou de votre réflexion soit un niveau qui ne soit pas populaire, mais qui soit au niveau de l'examen ou du diplôme que vous essayez d'obtenir. Donc il faut avoir une ouverture expertise et utiliser des outils qui sont normalement le propre de l'expert, c'est-à-dire des tableaux Excel, des normes, des cartographies de risque qui élèvent le débat par rapport au diplôme précédent que vous avez passé. Par contre, si vous restez trop populaire et que votre correction est parfaite au niveau du style, vous allez avoir un reproche en disant « mais finalement, madame, monsieur, vous nous dites que des banalités, vous nous dites que des choses qui existent et vous n'avez rien apporté ». Donc c'est là où vous devez réfléchir en disant « mais finalement, ce mémoire, qu'est-ce que j'apporte à ce mémoire de différent par rapport à ce qui existe? Où est ma différence? Où est mon apport d'expert? Où est mon œil d'expert qui va valoriser mon mémoire et pouvoir, au cours de cette présentation et de cette écriture, valoriser davantage mon travail. C'est un travail qui est intéressant pour tous. Alors, je répète, actuellement, un certain nombre d'entre vous sont en train de rédiger. La rédaction est toujours une partie difficile parce qu'on a toujours, je dirais, la peur de la feuille blanche. Comment démarrer?
Je vous rappelle que la documentation doit être poursuivie jusque la date de votre convocation au mémoire, car vous devez penser à actualiser votre mémoire entre la date du 31 août et la date du mois de novembre. Il va se passer au moins 2 mois et demi où des événements peuvent influer sur votre mémoire. Donc moi, je conseille toujours à mes candidats de faire quelques feuilles, pas beaucoup, hein, 3-4 feuilles d'actualité et de mise à jour de l'actualité concernant mon mémoire qu'on remet avec beaucoup de plaisir aux demandes du jury. Et ça a toujours un effet positif. On a quelques exceptions de gars qui disent c'est pas la peine, voilà, bon bref, ça c'est pas grave, ou de gens qui vous rendent à la fin de votre exposé avec un mot quelquefois qui est désopilant, comme ils disent, voilà madame, je vous remets ce dossier, ce papier, ça ne sert à rien pour moi, ça vous choque. Alors certains, à travers ces propos, ils sont démoralisés, mais ça ne veut rien dire du tout. Moi j'ai des gars qui ont vécu des moments de stress entre le jour de leur soutenance, ils ont vécu cette scène d'un gars qui leur a presque rejeté comme ça, comme si ça n'intéressait pas, le document que vous avez remis, mais ça n'empêche pas que ce document a été pour nous l'occasion de dire qu'il a eu quand même largement son mémoire, le candidat. Donc c'était peut-être une attitude tactique d'un membre du jury, comment vous réagissez. Parce qu'au cours d'une soutenance, on réagit aussi sur le comportement, voir si ce candidat est capable de réagir à des moments difficiles. Alors les gens ne se rendent pas compte, ça, mais ça fait partie aussi de tous les paramètres qu'un membre du jury doit pouvoir analyser dans le comportement. D'ailleurs, moi, dans mon barème, j'ai mis quelques parties relatives au comportement de l'individu. Alors, certains membres du jury que je connais très bien, ils ont l'art et la manière de savoir déstabiliser ou de porter, je dirais, une incertitude. C'est-à-dire, on dégage une incertitude. Ils disent des choses qui vous paraissent tellement normales que vous avez l'impression qu'il est en train de vous tisser un piège. Mais non, c'est pour voir comment vous réagissez et si vous êtes maître de la situation. Ça, c'est des choses sur lesquelles j'aurai l'occasion de vous l'expliquer. Donc, au niveau rédactionnel, il faut, autant que faire se peut, respecter les pages qui ont été réservées à chacune des parties. Si, pour des raisons justifiées, vous êtes obligé de vous dévier de ces pages, du nombre de pages, n'hésitez pas à envoyer un courriel à votre examinateur en lui disant vous n'êtes pas. Je me permets de vous annoncer que pour des raisons liées à l'actualité ou à la densité des informations, j'ai dû apporter un petit changement au niveau de la répartition des volumes de pages. Je vous demande de bien vouloir m'assurer que cette modification ne va pas entraîner de perturbation pour l'analyse de mon mémoire. Je vous remercie, sentiments respectueux, etc. Donc ça, c'est arrivé, moi, allez, 1 fois sur 10, au moins 2 fois sur 10, je dirais, à des candidats qui, au cours de la rédaction, s'aperçoivent que le nombre de pages qu'ils avaient prévu pour une partie est inférieur ou supérieur à ce qui avait été prévu. Donc là, c'est, je dirais, un acquis de conscience que vous faites, mais ce n'est pas une obligation, mais c'est bien apprécié par le jury qui est informé, etc. Je rappelle que tout mémoire sera précédé par mes soins avec vous d'une note préliminaire. Cette note préliminaire a 2 choses. Tout d'abord, un premier élément, c'est de remercier l'individu qui a accepté votre notice. Il a fait un travail, il vous a donné des conseils, il vous a fait des remarques, et grâce à cela, vous devez le remercier. Deuxième point, vous devez éventuellement dégager dans cette note préliminaire, comme je le disais récemment à un mémorialiste, je disais il faut que tu mettes dans un note préliminaire des éléments qui permettent d'élever le niveau de ton mémoire, que tu n'as peut-être pas a priori dans la notice pensé. C'est pour ça que, par exemple, vous avez eu un fait important, je prends l'exemple d'Adeline, avec toutes les lois récentes
qui se sont générés autour de l'épargne salariale d'intéressement à la Decroix, mais il y a aussi des décrets qui sont sortis à la fois du ministère du Travail, à la fois du ministère de l'Économie, qui ont impacté son mémoire, parce qu'ils ont fait des formules, ils ont généré des formules. Donc tout ça, ça doit ressortir de la note préliminaire pour que le jury comprenne que le candidat a cette volonté d'élever sa réflexion au niveau d'un véritable mémoire d'expertise comptable. Même si le sujet apparaît relativement simple, eh bien, il faut élever. Je prends l'exemple de Zakaria, l'exemple d'Hicham. Il est évident que pour Zakaria, il a un sujet sur l'association. Il va falloir qu'il lève le débat dans la note préliminaire en adoptant les nouveautés qui ont été précisées récemment par l'autorité des normes comptables pour montrer que son mémoire sera en harmonie avec l'actualité du mouvement comptable, du mouvement juridique et du mouvement économique du monde associatif. Pour notre ami Hicham, au niveau des énergies renouvelables, il a des informations qui seront importantes avec qu'il a déjà développé dans son introduction ou dans sa première partie, sur tous les accords qui visent à développer l'énergie renouvelable. Il y a aussi à citer malheureusement dans la réflexion quelques freins que la France rencontre et le gouvernement français avec sa transition numérique rencontre quelques difficultés avec des opposants farouches aux éoliennes. Tout ça alimente, il y a l'Europe, tout ça alimente les éoliennes, tout ça alimente également des problèmes qui se passent au niveau planétaire. Et là aussi, dans la note préliminaire, il faut qu'Hicham et moi-même faisons comprendre au jury que ça ne va pas être une description, ça va être aussi la volonté d'apporter au cabinet comptable un certain nombre de procédures, mais qui doivent s'appuyer sur un minimum de connaissances techniques pour mieux comprendre les propositions que le candidat va faire sur des domaines comptables, sur des domaines fiscaux, avec des résonances économiques, financières, mais aussi avec des résonances sur lesquelles on ne doit jamais négliger, c'est le problème de l'emploi et de la création d'emplois. Tous les sujets de mémoire doivent avoir un point commun. Ils doivent être des pourvoyeurs d'emplois. Ça, c'est la première remarque. Je prends l'exemple de Zakaria. Dans une association, moi je le faisais dans le domaine du football, je m'excuse de répéter un certain nombre de choses, il est évident que dans le domaine de l'association, il y a un bénévolat dans certains endroits impressionnant. Ce bénévolat, il réalise un travail comme tout travail salarié. Le fait qu'on fasse, je dirais, un travail administratif, qu'on fasse un travail de permanence pour l'association, on réalise des activités qui pourraient être lucratives, donc rémunérées. Et c'est là ce que Zakaria doit faire revaloriser dans le monde associatif, c'est l'équivalent salarié que représente le travail des bénévoles. En ce qui concerne notre amie Adeline, qui fait l'intéressement et l'épargne salariale, l'intéressement, c'est aussi un moyen de motiver le personnel, de donner un moyen de pérenniser l'entreprise, donc à la fois de sauver l'emploi, à la fois de pouvoir générer des résultats plus positifs au niveau de l'entreprise, donc de créer une valeur ajoutée plus forte. Et quand une valeur ajoutée est forte, et il y a une analyse qu'a réalisée remarquablement avec un de ses collaborateurs, Adeline, cette semaine, c'est la répartition, écoutez bien, de son dossier client en divisant chaque dossier, en faisant ressortir pour chaque dossier qu'on a réfléchi ensemble, la valeur ajoutée globale, le BE global, le nombre de salariés, bien sûr. Ensuite, on a fait la valeur ajoutée par salarié, on a fait le BE par salarié, on a obtenu sur une trentaine de dossiers, on a obtenu les cibles sur lesquelles Adeline a allé développer ses cas réels. Parce que quand on a des dossiers dans lesquels les valeurs ajoutées
par personne sont supérieurs à 60 000, on en a eu plusieurs, et c'est un élément intéressant. Bien sûr, quand on a des valeurs ajoutées fortes, souvent les salariés ont de gros salaires parce qu'ils ont une grosse valeur ajoutée. En conséquence, le BE net, après avoir payé les salariés, l'État et impôts, là, eh bien, il est relativement plus modeste. Mais prenons un exemple qu'on a défini ensemble. On a défini ensemble une base de valeur ajoutée au moins de 50 000 et un EBE individuel au minimum de 7 à 10 000 par personne. C'est là qu'on peut envisager l'intéressement. Ben, il y a très peu de candidats, voyez-vous, qui ont fait cette analyse qu'on a préparée dans la semaine. On a décidé ça à Tirana. Elle a fait venir son collaborateur, grand spécialiste de l'informatique, pour travailler avec elle pendant ses congés, formidable. Et elle nous a présenté, donc tous les noms de ses clients seront forcément des noms imagés, mais elle va pouvoir, dans la troisième partie de son mémoire, faire le carton grâce à tout ce qu'on a fait ensemble. Eh bien, je reprends l'exemple d'Hicham. Hicham aussi, par rapport à ces dossiers relatifs à ce genre d'activité-là, pour l'énergie renouvelable, pour un certain nombre de choses, il peut essayer de faire un recensement sur le plan marocain pour voir un petit peu l'étendue de l'énergie renouvelable sur le territoire du Maroc et générer justement des statistiques qui sont intéressantes. Alors, j'ai écrit, figurez-vous que, je vous le dis maintenant, j'ai écrit, et je le dis à Zakaria, que j'ai oublié de lui dire hier, je le dis à Hicham, à tous mes amis marocains, j'ai eu la chance d'avoir au cours d'un contact LinkedIn un responsable fonctionnaire du ministère de l'économie, passionné de l'expertise comptable, et à qui j'ai posé plusieurs questions dans un message LinkedIn samedi matin. Il m'a dit qu'elle allait me répondre la semaine prochaine. J'ai parlé du monde associatif au Maroc pour Zakaria, j'ai parlé de l'énergie renouvelable, j'ai précisé que j'avais 2 candidats qui travaillaient actuellement sur ces 2 thèmes et je souhaitais qu'à travers son ministère, il puisse me fournir des données très très récentes qui pourront servir mes candidats. J'ai même envoyé je dirais, comme l'a fait Zakaria pour d'autres sources de réflexion. J'ai même envoyé le focus qu'on a réalisé sur les associations en France pour lui demander de me présenter, s'il avait les moyens, de me présenter le même focus pour le Maroc. Ça, c'est LinkedIn que j'ai trouvé vendredi soir et samedi matin. Et étant donné que j'avais eu l'occasion de travailler avec Hicham et Zakaria depuis très peu de temps en relisant les mémoires, eh bien, j'ai pensé à vous deux. Mais il est évident que les relations que je vais nouer avec ce monsieur, qui est aussi un gars qui, en dehors de son fonctionnaire, il fait des conférences, il adore ça. Donc, on a un profil qui, a priori, se rejoint et ça va être intéressant parce que là aussi, moi, j'aime bien avoir des données récentes. Quand vous me donnez des données, par exemple, de 2011 ou 2012, si j'étais membre du jury, je vous dirais, il s'est passé quand même 10 ans. Vous croyez que vos statistiques sont toujours d'actualité, c'est ce qu'on fait comme reproche. Alors, il y a une chose aussi qui est très très importante, c'est, je le dis et je le répète, c'est d'essayer de pouvoir apporter une démonstration de votre véritable apport, c'est-à-dire de la différence que vous apportez par rapport à ce qui existait déjà. Et c'est là où vous devez réfléchir dans votre rédaction et à la fois dans votre soutenance à ces arguments qui démontrent que vous avez trouvé des procédures intéressantes, nouvelles, qui facilitent à la fois le travail des comptables, le travail ou l'approche meilleure de la fiscalité. Et vous avez une phrase que j'ai donnée à quelqu'un hier, je crois que c'est à Hicham, c'est la phrase de quotient que vous devez tous avoir dans la tête, c'est que la fiscalité ne se subit pas, elle se gère, et le rôle de l'expert comptable se situe à ce niveau-là. C'est-à-dire que le rôle de l'expert comptable, comme le conseiller privilégié, le rôle de l'expert comptable, c'est justement de trouver le meilleur itinéraire fiscal pour son client. Et c'est le GPS du client. C'est-à-dire que grâce à toutes ces connaissances accumulées par de nombreuses expériences, on va pouvoir déterminer le meilleur parcours fiscal parce que la fiscalité, dans certains cas, n'offre pas de choix. Je m'explique. Si la TVA est à 20%
sur tel point, on peut discuter tout ce qu'on veut, on ne pourra pas changer le montant du taux de TVA. Mais pour certaines mesures relatives à l'IR ou à l'IS, il y a quelquefois des itinéraires au niveau, par exemple, de choix d'amortissement, au niveau de plus-value, il y a des choix qui sont à effectuer. Au niveau de la structure juridique de l'entreprise, il y a des choix à effectuer qui n'amènent pas le même scénario fiscal. Et c'est là où on a cette phrase de quotient qui s'applique. Et j'avoue que c'est hyper important. Je voudrais aussi, après je reviendrai sur les manières de travailler, je voudrais vous dire aussi que vous devez, même si vous êtes du Maroc, vous ne devez pas ignorer le travail des deux syndicats français, IFEC et ECF, qui font un travail énorme pour améliorer l'image de l'expertise comptable. Et ils ont réalisé cette année 2 congrès, bien sûr l'IFEC d'un côté et l'ECF de l'autre, numériques, sur lesquels, au niveau des sites, vous pouvez aller télécharger tous les ateliers qu'ils ont réalisés. Il y a eu des ateliers sur l'éolienne, il y a eu des ateliers sur l'intéressement et l'épargne salariale. Je considère que ces ateliers, quelle que soit l'adresse de votre composition, les 2 congrès numériques de l'IFEC et de l'ECF doivent être signalés dans votre bibliographie. Et votre curiosité doit aller sur les sites de ces 2 syndicats, qui ne sont pas simplement des sites revendicatifs, qui sont des sites constructifs et qui amènent des ressources complémentaires aux mémorialistes et aux experts comptables. C'est ça la force des 2 syndicats, et je répète, leur congrès numérique a été, d'un côté comme de l'autre, une très grande réussite. Et je tenais à vous le préciser. Je ne tolérerai aucune bibliographie de mes candidats pour la fin de ce mois qui ne parlerait pas de ces 2 congrès. Je considère que ce serait une erreur grave, parce que derrière le jury, il y a une appartenance de l'un ou de l'autre à un des 2 syndicats. Donc il faut penser qu'il y a derrière vous des gens qui sont sensibles à la citation d'éléments qu'ils ont épousés au niveau de leur réflexion politique et syndicale. Donc, vous devez, quand vous parlez de l'IFEC, il faut aussi parler de l'ECF, parce que derrière, vous ne savez pas quel est le syndicat qui a été choisi. Mais ce que vous savez, c'est que 80% des experts comptables sont syndiqués. Par contre, 8% des salariés français, je dis bien 8%, sont syndiqués. Alors, quand vous voyez l'impact des syndicats professionnels dans le monde de l'expertise, vous êtes d'accord avec moi que forcément, il y a une interférence entre le monde syndical et le monde de l'expertise comptable en ce qui concerne notre profession. Ça, c'est des petits avantages que je rappelle. Vous avez aussi comme autre remarque intéressante le fait de rappeler les sites qui sont incontournables. Dans un mémoire, vous ne devez pas ignorer des sites que tout candidat doit mettre dans une bibliographie. C'est d'abord les sites de nos instances nationales, c'est-à-dire le Conseil supérieur, la caisse, pardon, le Conseil national le Conseil national des commissaires aux comptes, et puis ensuite vous avez bien sûr H3C, ANC, l'autorité des normes comptables. Après vous avez bien sûr le ministère du Travail, le ministère de l'économie. Vous avez ensuite les sites à caractère plus professionnel, c'est le site SIC, le site du ministère de l'économie, note de Bercy, le site de AFE, Agence française de l'entreprise, qui est un site remarquable pour pouvoir générer de nombreuses informations. Et puis après, vous avez des sites qui sont des sites qui peuvent aider les mémorialistes. C'est les sites relatifs à des sites comme Mémoire Online, qui sont des sites de thèse et de mémoire de certains candidats. Vous avez des sites qui sont aussi des sites intéressants, qui sont des sites qui sont indiqués dans mon site Loi de finances 2020. Vous avez plus de 300 sites qui sont cités.
Et ça, vous pouvez en trouver quelques-uns qui peuvent être indiqués dans les sites incontournables. Puis après, vous avez les sites qui sont relatifs à votre thème. Alors, sur les éoliennes, par exemple, sur le monde associatif, vous avez énormément de sites, Aciotech, etc. Sur le monde des éoliennes, vous avez des sites que certains candidats qui n'ont fait que les éoliennes et qui n'ont pas fait que l'énergie renouvelable ont cité dans leur bibliographie. Donc, on prend beaucoup d'importance au mémoire sur la bibliographie et vous devez apporter une preuve qui n'est pas indispensable à la notice, mais qui est indispensable pour un mémoire. Vous devez noter entre parenthèses pour les sites que vous citez environ la dernière, je dirais, visite de ce site. C'est-à-dire, nous sommes le 31 août, vous pouvez dire que la dernière fois, vous l'avez vu le 17 août, vous l'avez vu le 20 août. Donc, vous avez des dates à mettre entre parenthèses. Donc, ça, c'est du pifomètre, n'ayons pas peur des termes, mais le jury doit avoir l'impression que vous avez consulté ces sites et que vous ne les avez pas consultés depuis 10 ans en arrière. Donc, vous devez mettre des dates. Vous pouvez mettre des dates de juillet aussi, ce n'est pas un problème. Donc, ça prouve que vous avez fait des recherches et ça donne une densité à votre travail. Donc, en ce qui concerne maintenant la rédaction du mémoire proprement dit, je vous rappelle que moi, je serai derrière vous, assurément, et que j'ai déjà eu l'occasion d'écrire un mémoire pour assurer certains qui ont l'impression qu'ils n'y arriveront jamais à rien. J'ai déjà écrit un mémoire avec une candidate qui était désespérée parce qu'elle n'arrivait pas à commencer son mémoire. On a créé donc un travail ensemble du 8 août, donc c'était hier, jusqu'au 31 août. Elle a déposé ça le 31 août au matin. Elle était à Font-Romeu et elle a eu 14. Donc c'était pour vous dire que même si on n'est que le 9 août, que certains ont l'impression que c'est le bout du monde, qu'ils n'arriveront pas, et que le 31 août va vite arriver, c'est ridicule. Quand on a une volonté, quand on sait s'organiser. S'organiser, c'est quoi? C'est organiser sur son bureau le dossier mémoire avec tous les divisions, première partie, deuxième partie, et continuer en permanence les alertes que vous avez réalisées en nombre important, que vous allez éliminer au fur et à mesure de leur apport, c'est-à-dire une fois qu'une alerte a apporté, on ne va pas la garder parce qu'on va être envahi de mails tous les jours et ça va nous perturber parce qu'on va avoir un tas de mails qui vont encombrer. Donc on élimine les alertes et une fois qu'on aura terminé notre mémoire, on ne va pas éliminer les alertes, tout à fait, on va les éliminer parce qu'on n'aura pas forcément besoin, on va les éliminer quand on aura passé la soutenance. Ça, c'est hyper important. Et une fois qu'on a passé la soutenance, on va encore attendre un petit peu pour les éliminer, d'attendre le résultat définitif de notre examen. Une fois qu'on l'aura, parce que ce serait con d'éliminer toutes les alertes que vous avez mises en place et de voir, pourquoi pas, ça fait partie d'une probabilité qui sera 0% cette année, j'en suis sûr, de devoir repasser en mai 2021. C'est une probabilité que je mets tout en œuvre pour qu'elle soit à 0%. Et elle le sera. Donc tout ça pour vous dire que les recherches doivent être alimentées par des alertes. Ça doit être alimenté aussi par le dictionnaire des synonymes, que je vous invite, c'est gratuit, à mettre dans vos moteurs de recherche, dictionnaire des synonymes. Hier, j'en ai eu la preuve avec une autre candidate avec qui on a recherché des mots pour changer un mot. On a trouvé dans le dictionnaire des synonymes le mot qui a fait tilt, parce qu'on avait à changer quelque chose, ça paraissait lourd. On a trouvé un synonyme et la phrase a trouvé, je dirais, un éclairage encore plus important. Vous avez aussi le numérique Robert, qui est un numérique qui vous donne des citations à la fois, car je répète, il faut que vous ayez en tête, pour égayer votre soutenance, quelques citations qui sont en rapport, par exemple pour l'éolienne, pour l'intéressement, pour, je dirais, la motivation, pour le partage. Il y a des mots comme ça, c'est-à-dire que derrière le mot fort de votre mémoire, il y a des synonymes, et derrière ces synonymes, vous pouvez trouver, je dirais, des citations. Alors les citations, c'est pas difficile, hein. Vous allez sur Google, vous mettez citation sur le partage, citation sur l'éolienne, et vous allez avoir un éventail de citations. Vous allez les mettre en réserve. On décidera ensemble, mais c'est vous qui allez décider à 90% et moi, je vous en proposerai à 10%
pour terminer à la fois votre mémoire au niveau de la conclusion, de finir sur une citation pour le mémoire en conclusion, doit toujours une ouverture vers le futur. Donc vous devez toujours trouver quelque chose qui valorise le futur. Et ça, c'est très important. Alors, il y a plusieurs citations qui disent le passé est révolu, le présent nous échappe, vivons le futur. Il y en a d'autres qui vous diront, d'autres citations qui diront vivons le moment présent, parce que l'avenir, on n'en sait rien, puis le passé, on ne peut plus rien faire. Donc il y a plusieurs philosophies autour de cet élément, mais c'est à vous de choisir celle qui correspond à votre comportement. Et vous devez toujours, à la fin, avec l'intonation dans votre soutenance, toujours trouver une citation qui va émouvoir, qui va sensibiliser le jury et qui va faire la différence par rapport à d'autres candidats qui vous auront précédé dans la journée. Et c'est là, vous allez apporter, c'est toutes ces différences, les amis, qui forment un tout et qui donnent à votre prestation un caractère plus sympathique, plus convaincant, plus proche de l'expertise comptable. Donc, dans les recherches, je suis avec vous. Alors, pour faire les recherches, c'est pas difficile. Vous prenez votre notice et vous recherchez mot à mot les mots-clés de votre notice qui vont servir à alimenter votre recherche. Il est évident que votre recherche peut être intéressante, mais justement, avec le dictionnaire des synonymes, avec le Robert, vous disposez d'outils capables d'éviter ce qu'on appelle le plagiat. Parce que vous avez des idées qui sont développées. Quand vous mettez une citation avec le nom, vous ne faites pas de plagiat. Vous apportez simplement une confirmation ou une idée maîtresse que vous développez et que vous avez bien sûr pris la précaution de noter l'auteur. Ça, c'est hyper important. Et il y a des mots forts dans un mémoire qu'on doit respecter. Je vais vous les répéter. C'est le mot problématique, c'est le mot apport et c'est le mot rentabilité. Vous ne pouvez pas échapper à ces trois éléments dans n'importe quelle soutenance. Il y aura toujours à 100% une question sur la problématique, une question sur la réalité de vos apports et une question sur la rentabilité de votre mission que vous nous présentez. Parce que c'est beau de faire de beaux discours, de faire des pages et des pages sur une mission qui nous paraît relativement fragile en tant que membre du jury et que nous soupçonnons qu'elle est plus de la littérature qu'une mission rentable. Et c'est là où vous allez devoir vous battre avec des arguments tout à fait classiques. La comptabilité analytique de votre cabinet, le fait que le bénévolat au niveau du cabinet n'existe pas, qu'il existe à travers votre personne, mais pas à travers le cabinet que vous êtes en train d'essayer d'aider à mettre en place de nouvelles procédures. Et ça, c'est quand même relativement important, hein, et d'avoir cette conviction que vous avez et de vous préparer au cours des soutenances blanches à affronter des questions qui vont vous déstabiliser. C'est mon rôle. Il faut que j'apprenne à vous permettre de répondre à des déstabilisations. Et il y a des jurys qui sont des professionnels de la déstabilisation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Surtout les personnes d'un certain âge, qui ont l'art et la manière de vous tester et de voir comment vous pouvez apporter des arguments. On vous met quelquefois au pied du mur pour savoir comment vous allez réagir si vous étiez devant un client VIP. Et c'est là qu'on juge le comportement du candidat. Avoir l'honnêteté, parce qu'il ne faut pas mentir à l'examen. L'honnêteté de dire que, écoutez, aujourd'hui, je ne suis pas capable de vous répondre de manière précise. Si j'étais devant un client, eh bien, je n'hésiterais pas à lui demander quelques heures de réflexion, de recherche, et je lui communiquerai éventuellement avant la fin de la journée la réponse la plus précise possible à son interrogation. Ça, c'est aussi un élément du comportement de l'individu dans un jury. Moi, quand j'ai vu des gens tenter de répondre en tournant autour du pot, puis on sentait qu'il y avait une indécision et une incertitude grandissante, on voyait le candidat qui était mal à l'aise, je dirais, qui
qui était mal à l'aise parce qu'il commençait à transpirer. Il avait des couperoses même dans certains cas. Il y a des gens qui réagissent mal et on regarde le front qui se remplit, c'est le stress qui se gagne. Et le stress, il ne doit pas se gagner chez nous grâce à tout ce qu'on va vous faire. C'est pas possible. Vous devez être comme si vous étiez devant un client normal. Alors, ce mémoire, on va le décomposer en plusieurs parties. Actuellement, avec Hicham, par exemple, et puis Adeline, c'est pas la même stratégie. Avec Hicham, j'ai commencé à relire son mémoire page à page. Tous les jours, on fait une quinzaine de pages. Et ensuite, on arrivera au bout de 10 jours à avoir terminé. Pour Adeline, elle a fait des parties. Moi, j'ai travaillé avec elle, bien sûr. C'est pas moi qui rédige, mais j'ai travaillé avec elle d'autres parties. Donc, on est en train, actuellement, on a un puzzle qui nous permettrait, d'ici mercredi avec Adeline, d'avoir terminé complètement son mémoire et de se consacrer ensuite au livre 2, à ses outils, puisqu'elle va devoir mettre en place des outils pour symboliser les formules. Avec Zacharia, on va aussi, il a à peu près la même technique qu'Adeline, il travaille sur certains points de son mémoire et on amène à ces points le côté expertise qui n'est pas toujours présent dans la mesure où le thème qu'il a choisi, qui a été agréé, donc on respecte cet agrément, a une dimension de difficulté qui n'est pas, je dirais, en reflet même avec l'expertise. C'est pour ça que les procédures et les conseils à travers son association, c'est-à-dire que l'association qu'a choisie et qui est réelle, et comme sa femme l'a dit, il s'investit beaucoup dans le monde associatif, Zacharia, elle va servir d'alibi pour présenter des procédures qui serviront à toute association qui pourrait avoir les mêmes objectifs. Et que l'expert comptable, XY, qui lira le mémoire, pourra trouver, à travers les propositions de Zacharia, pourra trouver justement un ensemble de procédures qui seront susceptibles d'être reprises et, en un mot, de valoriser l'apport de notre ami Zacharia. C'est donc le mot, je répète, problématique, apport avec un S, je vous rappelle 3 catégories, scientifique, vos recherches, techniques sur le plan comptable, les nouvelles écritures ou les nouvelles modalités fiscales ou le nouveau circuit fiscal, sur le plan juridique, valoriser une SPE par exemple, c'est un apport technique qui peut être utilisable par tous les experts comptables de France et de Navarre, c'est-à-dire les comptables d'entreprise qui peuvent avoir intérêt à lire votre mémoire sur le plan technique. Par contre, le cabinet comptable, c'est lui qui va être le plus réceptif à votre mémoire, parce que derrière votre mémoire, il doit avoir ce qu'on appelle, et ça c'est génial, il doit avoir un apport qui lui servira dans son cabinet pour des clients qui sont dans le même profil que celui que vous avez utilisé comme base ou comme alibi. Il faut que vous fassiez preuve aussi d'une chose qui est importante, de l'empathie, c'est-à-dire de vous mettre à la place du jury et de vous dire, mais finalement, si j'étais à sa place, qu'est-ce qu'apporte ce mémoire au jury? Qu'est-ce qu'il peut en retirer de ce mémoire? Alors, ne soyez pas trop sévère avec vous-même. Parce que moi, en tant que conférencier, je vous dirais, quelquefois, je faisais des conférences sur des thèmes relativement simplistes, le choix de la structure économique, et je me disais, ce que je dis, c'est tellement banal, mais j'avais l'impression que c'était banal. Mais quand je voyais le regard des gens, l'impression que les gens, et ça c'était important, ne savaient pas grand-chose, eh bien, ça me confortait, alors que moi, c'était mes propos, j'avais l'impression, c'était une impression, j'ai pas peur de dire, que c'était une banalité, alors que pour les gens d'en face, c'était quelque chose qui était relativement intéressant, qui leur permettait de réfléchir davantage et d'asseoir davantage leurs objectifs futurs. Et ça, on n'avait pas l'impression au départ. Alors c'est souvent le cas que j'avais dans des conférences que j'avais fait plusieurs fois. Je me dis, je vais répéter les mêmes choses, ça fait 10 fois que je répète la même chose à d'autres endroits. Je me demande, et puis finalement, j'étais toujours content à la fin. Et ce qui était content, et ça sera content chez vous aussi,
C'est les questions qui m'étaient posées au cours de mon exposé. Et là, je me rendais compte que j'avais beaucoup de choses à dire. Et c'est là aussi que vous devez, au cours de votre soutenance, faire des rétentions, de ne pas tout dire dans votre soutenance. Parce qu'en 10 minutes, vous ne pouvez pas tout dire. Il faut avoir l'art et la manière, au cours de votre soutenance, de laisser volontairement citer des phrases qui ouvriraient, et c'est à vous de provoquer justement les questions sur des thèmes que vous maîtrisez au cours de votre soutenance. C'est l'art et la manière justement de préparer avec moi les 10 minutes pour que les 10 minutes laissent apparaître, je dirais, des propos qui assurément vont, je dirais, retentir sur le jury et sa curiosité va aller dans le sens que vous souhaitez. C'est aussi l'art et la manière de faire ces 10 minutes. Est-ce que vous m'avez bien compris? Et c'est ça toute la technique de Francis. C'est de pouvoir trouver les mots qui vont assurément être des ouvertures à d'autres questions. Et c'est ça. Et puis même dans votre soutenance, vous dites, on le dira à un moment donné, je n'ai pas trop rentré dans les détails, je préfère qu'on puisse éventuellement, à travers vos questions, me permettre de rentrer dans les détails, parce que là, je souhaiterais vous donner l'architecture générale, mais éventuellement, les questions pourraient être, où je pourrais discuter avec vous de manière beaucoup plus précise sur cet élément-là. Donc vous ouvrez le débat, et là, quelquefois vous avez des jurys, justement, qui vous rassurent, parce qu'ils prennent des notes. Il y a 60% de jurys qui prennent des notes. 60%. Il y en a qui prennent rien du tout. Il y en a même qui regardent le plafond, vous avez l'impression que vous avez quelquefois l'impression de les emmerder. Et que vous avez l'impression qu'ils ne vous écoutent pas. Mais ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'ils ont tous indirectement une conscience professionnelle. Mais ils font semblant pour savoir si vous n'êtes pas déstabilisé par leur attitude. Je dirais que c'est pas très malin, hein, je vous le dis tout de suite, mais malheureusement, des pas très malins, il y en a partout. Hein. Il y en a chez les experts, il y en a chez les médecins, il y en a dans votre famille. Donc il y a des gars qui font volontairement pour montrer, etc. Bon, ouais. Donc ça fait partie de la technique que vous connaissez même à travers vos clients. Donc, vous n'êtes pas très nombreux, mais la qualité est présente ce matin. Est-ce que vous avez des questions à poser? Finalement, les candidats qui sont là ce matin, c'est des candidats avec lesquels je travaille. Il y en a avec qui je travaille, mais que je travaille le mémoire depuis un certain temps aussi, mais qui m'avaient dit qu'ils n'étaient pas là ce matin. Mais les 3 candidats, je suis en train vraiment de travailler avec vous presque de manière quotidienne sur votre mémoire. Ça me fait plaisir que vous soyez là également le dimanche matin. Il y en a d'autres qui n'ont pas encore commencé une ligne, je ne sais pas comment ils vont faire, et ils vont perdre pour certains le bénéfice dans la mesure où ils attendent, même si vous avez gagné une session, n'oubliez pas, à cause de la pandémie, vous avez gagné une session pour ceux qui étaient limite au niveau de maintenir ces notes, puisque vous maintenez les notes pendant une période déterminée. Si vous ne passez pas les épreuves suivantes, vous perdez le bénéfice de ces notes. C'est arrivé à d'autres candidats qui ont dû repasser les épreuves écrites parce qu'elles n'avaient pas passé le mémoire dans les dates qui convenaient. Donc là, c'est quand même important donc de dire que la pandémie nous a fait gagner, permettez-moi de vous dire, une session. Elle est neutralisée, quoi, en un mot. Donc, il n'y a pas de problème sur cette session. Est-ce que vous avez des questions qui peuvent servir l'intérêt général? S'il vous plaît, au niveau de ce que je viens de dire, vous êtes convaincu de l'intérêt. Alors, comme on l'a vécu avec Adeline ou avec Zacharia et avec Hicham, quand on lit à haute voix, on a quelquefois l'oreille qui réagit mal parce qu'on a une phrase qui passe mal. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'en lecture muette, eh bien, on n'a pas ce même sentiment. C'est pour ça que ça fait 3 ans que j'ai décidé de lire. Parce qu'avant, je lisais seul et je revoyais le candidat pour les 30 premières pages et je faisais en rouge les erreurs, mais ce n'était pas suffisant. Surtout que grâce au direct que je fais avec certains d'entre vous, je trouve plus facilement mes focus. Je vous explique que j'ai des batteries de focus et on les place à l'endroit qu'il faut. Et je vois la réaction de certains quand on a un focus. Ça vous rassure parce que ça vous dit, tiens, Francis, il m'a trouvé un moyen de casser un petit peu la monotonie de mon mémoire et de redonner du plaisir au lecteur. Comme je disais tout à l'heure, c'est l'empathie. L'empathie, c'est forcément faire plaisir à quelqu'un, se mettre à sa place et lui faire plaisir. Alors pour l'instant, les 3 mémoires que je viens d'évoquer, des 3 amis qui sont là ce matin, je ne me fais aucun doute.
sur leur réussite. Ce que je vais mettre à la dimension de tous les trois, c'est une dose d'expertise comptable pour que le mémoire soit vraiment pas un rapport de stage, parce que là, c'est un élément qu'il faut diviser. Hein. Celui qui raconte une entreprise et qui ne fait que ça, c'est un rapport de stage. Donc là, il ne faut pas simplement faire un rapport de stage, c'est utiliser les exemples que vous mettez dans votre mémoire pour justement mettre en place un certain nombre de propositions de maîtrise des risques. Et c'est un mot qui revient sans arrêt, parce que la réforme de la loi Pacte a bousculé les commissaires aux comptes, et d'ailleurs Raoult a fait une interview cette semaine dans Compta Online, et il a matraqué, là j'ai pas bien compris d'ailleurs, il a matraqué la loi Pacte au niveau du commissariat aux comptes. Il a dit que c'était une erreur fondamentale qu'on n'aurait jamais dû accepter. Il a mal compris, je ne suis pas d'accord avec M. Raoult, alors que j'ai beaucoup d'estime pour lui. Ce n'est pas M. le maire qui a imposé la loi Pacte. Ce n'est pas M. le maire qui a imposé la réforme de la recherche du commissariat et de relever des plafonds. C'est l'Europe. Alors vous allez me dire, encore l'Europe. Oui, l'Europe qui a imposé à l'ensemble de ses ressortissants de revoir l'intervention des commissaires aux comptes. Ce n'est pas le maire. Le maire, il avait une date à respecter pour que la loi française soit en harmonie avec les règles communautaires. Et M. Raoult dit on n'aurait pas dû accepter l'abaissement des projets. Je suis désolé, c'est pas la volonté de M. le maire d'embêter les experts comptables, bien qu'actuellement il y a encore beaucoup de commissaires aux comptes qui sont les opposants farouches à M. le maire. J'en fais pas partie, je vous le dis tout de suite, mais c'est comme ça. Mais les commissariats de petite dimension, les commissaires aux comptes, je suis désolé, il ne faut pas l'oublier, n'ont pas été capables de valoriser le rapport. Pourquoi les commissaires aux comptes de grands groupes sont capables de valoriser cette sécurité, cette sérénité qu'ils apportent au dossier vérifié, alors que dans les TPE, compte tenu de la dimension économique, les commissaires aux comptes sont incapables, j'ai bien dit incapables, de démontrer ce qu'ils apportent vraiment. Et ça, c'est une faille dans le système. Parce que n'oublions pas que pour beaucoup de TPE, vous avez vécu cette expérience-là, les commissaires aux comptes sont des honoraires subis, tandis que l'expert comptable sont des honoraires gagnants. Voilà comment on doit présenter les choses. Il y a des honoraires subis et des honoraires gagnants. Ne dites pas ça tout de suite, hein, mais vous dites, c'est chacun doit démontrer son apport. Le principe de l'expertise comptable, c'est la balance. D'un côté, vous avez le débit, c'est-à-dire toutes les dépenses que vous engagez, puis de l'autre côté, vous avez tous les produits que ça génère. Il est évident que quand vous vendez des honoraires à un client, pour lui c'est une charge, il faut qu'à droite, il retrouve un produit, un service qui va le faire progresser, qui va le faire pérenniser et qui va le faire gagner plus d'argent. Et c'est ça ce que vous devez dire dans une soutenance. Quand vous mettez en place l'intéressement dans les entreprises que vous avez ciblées, je prends l'exemple d'Adeline, il faut que dans sa soutenance rejaillisse cette balance. C'est-à-dire que vous devez utiliser, je dirais, cette image de balance pour bien montrer que quand vous faites un dossier chez un client, vous avez cette idée de balance que le client doit se retrouver à travers les honoraires qu'il subit, et c'est ça faire preuve de l'empathie pour ce client, et avoir la conscience tranquille vis-à-vis d'un client à qui on a demandé 15 000 € d'honoraires, mais à côté, on lui a démontré qu'on était capable de lui apporter énormément de choses. C'est ça votre objectif, c'est ça votre gain, c'est ça l'objectif d'un expert comptable, c'est démontrer que la balance sert aussi à justifier lors d'une discussion les honoraires. Et ça, on ne sait pas le faire, les commissaires aux comptes. Parce que le commissaire aux comptes, qu'est-ce qu'il a comme argument? Il a contrôlé, la fiscalité est respectée, le social est respecté. Et à part ça, qu'est-ce qu'il peut apporter pour les TPE? Pas grand-chose, parce qu'il n'a pas le droit de s'immiscer dans la gestion. Tandis que nous, aujourd'hui, on est capable, et vous l'avez vu, on est capable
d'apporter des conseils dans le domaine du marketing, dans le domaine du recrutement, dans le domaine de l'élargissement des missions. On est capable de développer des conseils. Et le marketing, c'est l'un des 3 mots-clés du congrès. N'oubliez pas que le congrès 2020, qui sera passé au moment de votre soutenance, mais n'oubliez pas dans votre conclusion, j'ai bien dit, toutes les conclusions doivent ouvrir le chemin vers le congrès 2020 en disant que mon mémoire reste dans la lignée du congrès de l'année 2020 qui sera numérique pour la première fois et qui parle de 3 mots-clés que j'ai indirectement respectés dans mon mémoire. C'est le mot marché, le mot management, parce que j'aide le chef d'entreprise à mieux manager au niveau de l'intéressement, parce que j'ai été à la rencontre de ses clients, j'ai été à la rencontre du banquier, j'ai été à la rencontre du conseiller en patrimoine, et on a évoqué devant les salariés le meilleur profil de l'intéressement et le meilleur profil des fonds. Donc j'ai aidé au management et aussi j'ai valorisé la marque expert comptable. Parce que la marque expert comptable, c'est une œuvre collective de tous les experts comptables qui doivent, non pas simplement à travers l'IFEC et l'ECF, mais doivent, par leur comportement, valoriser la marque expert comptable, comme on sait valoriser la marque notaire, parce que quand on parle d'immobilier, on parle de notaire, mais quand on parle d'entreprise, le premier conseil, c'est l'expert comptable. Et ça, c'est la marque de l'expert comptable. Est-ce que vous êtes d'accord avec tout ce que je viens de dire? Oui, oui. Oui, tout à fait. Et ça vous donne des arguments? Oui, j'en ai noté, ouais. C'est bien le management, la marque et le marketing. Vous avez été indirectement, par votre mémoire, les précurseurs des ateliers et conférences qui seront développés. Alors, pour vous aider à faire votre conclusion, je vous demande d'aller fouiller le congrès 2020 des experts comptables. Vous avez déjà tous les descriptifs des grands chantiers qui seront présentés dans ce congrès numérique. Et si jamais, je prends l'exemple d'Hicham, il y avait il y avait un atelier sur les énergies renouvelables, qu'il n'hésite pas à le citer à la fois dans son mémoire et pourquoi pas dans la conclusion. Et donner à travers votre conclusion un espoir que le congrès 2020 confirmera tous les éléments que vous avez voulu apporter dans ce mémoire et que vous êtes en phase avec les autorités professionnelles, aussi bien du côté des experts que du côté des commissaires. Ça, c'est pour Karima qui m'écoute, qui a fait un dossier sur les promoteurs immobiliers au niveau de l'expertise et du commissariat. Est-ce que vous avez des questions précises à poser? je rebondis sur le point, Francis, du commissariat à compte dans les TPE. Bon, je suis commissaire à compte souvent dans les TPE. Franchement, c'est les retours des clients. Vous ne rapportez rien. À Bah part ouais. Non, mais c'est ça, mais, mais quand on te dit ça, qu'est-ce que tu réponds? Ils nous font comprendre qu'on leur coûte plus qu'on rapporte. Voilà, c'est le gros problème. Mais est-ce que tu as des arguments pour répondre, mon grand? Ouais. Comment tu dis, vous me dites que je coûte cher, mais regardez ce que je vous apporte. Qu'est-ce que tu apportes en tant que commissaire dans une petite structure? Vous avez le droit de répondre tous les 3. Hein. Il n'y a pas qu'Icha, mais je pose la question à tous vos 3. Tout ça pour expliquer que on est pris piège, quoi. C'est bien de vendre de la sécurité, puisque normalement un commissaire aux comptes, il apporte de la sécurité. Il apporte la tranquillité aussi, entre parenthèses, ce que j'appelle la sérénité. Mais ça coûte cher quand même, parce que les honoraires sont basés bien souvent sur des bases de calcul qui découlent de vos documents de synthèse, bilan, Oui. compte de résultat, et on s'appuie sur ces combinaisons pour fixer les honoraires. C'est-à-dire que par rapport au chiffre qu'on obtient, on a le droit à 30 heures, on a le droit à 40 heures. Alors le tarif horaire des commissaires aux comptes est variable. Ce n'est pas un tarif unique pour tout le monde. Vous avez des tarifs horaires à 400 € sur Paris, vous avez des tarifs horaires à 100 € en province. Et puis vous avez pour les bigs encore des tarifs plus chers pour certaines missions. C'est-à-dire des missions où il y a des filiales, etc. Le commissaire aux comptes, il y a à un moment donné pour la vérification de des consolidations, il y a des tarifs qui peuvent aller jusqu'à 800 €.
c'est pour vous dire que ça fait impressionnant, quoi. Donc, je suis d'accord pour les grands groupes de supporter, compte tenu de tous les risques de redressement, de toutes les difficultés juridiques, fiscales et conséquences économiques, que le En commissariat général, aux comptes soit en indispensable pour général, en général, dans les grandes entreprises, plus que les grands, plus qu'il y a des problèmes, plus on arrive à faire des recommandations. Ça veut dire que ça ouais, bien sent sûr. notre valeur ajoutée à travers les management letters. Mais par contre, dans les petites entreprises, c'est tout maîtrisé. Le chef comptable et son équipe, ils maîtrisent tout. Nous, on vient comme tête des Français juste pour dire, oui, fiscalité OK, social OK, comptabilité OK, et point barre. Mais après, ils voient pas plus que ça dans les grandes entreprises, plus que c'est grand, plus que les problèmes se multiplient, et dès qu'on arrive à faire des recommandations, peut-être de valeur C'est sûr, ajoutée. c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et justement, je vais ce matin vous faire plaisir. Tiens, je vais m'amuser ce matin, si vous avez encore un quart d'heure. Je vais pas faire un quart d'heure complet, mais j'ai soupçonné, qu'est-ce que tu as fait comme études avant d'arriver au DEC, Hicham, toi? Je ne me rappelle plus. Tu avais fait un DSCG, mais tu as fait ça en France ou tu as fait ça au Maroc? Non, en Arrêtez. France. Par Comment? l'Intech, oui. Par l'Intech en France, quand j'étais en France. Tu étais en France. Très bien. Oui. Donc, Avant ça, c'était sur la fac, sur l'économie. J'ai une maîtrise d'économie. bien. Alors, je vais m'amuser à faire une soutenance blanche de quelques minutes pour Hicham, en supposant que j'ai un couple devant moi. Bonjour madame, bonjour Ah, messieurs. Hicham Benoir, je viens de Tanger, donc je suis marocain. J'ai le plaisir de vous présenter un mémoire dont le thème tourne autour de l'énergie renouvelable. J'aimerais dans un premier temps vous présenter mon cursus académique et à la fois ensuite mon cursus professionnel. J'ai eu la chance, sur le plan académique, de bénéficier du service en France d'un institut que je respecte, qui est pour moi l'un des meilleurs formateurs au niveau des examens DCG et DSCG, c'est l'INTEC. J'ai vraiment apprécié l'INTEC dans toutes ses présentations, dans tous ses services, dans la disponibilité de ses intervenants et dans la qualité de ses corrections qui m'ont permis d'obtenir les examens nécessaires à la mise en place de mon stage. Ce stage, je l'ai fait dans des cabinets traditionnels. Je suis moi-même aujourd'hui dans un cabinet traditionnel où j'ai à la fois des dossiers d'expertise, des dossiers de commissariat que j'apprécie beaucoup, même si nous n'avons pas au Maroc les mêmes retombées que la loi Pacte en France, pas tout à fait la même chose. Mais si je mets dans la peau de la France et des conséquences, comme le disait M. Araou dans une récente tribune, il regrettait justement les impacts de cette loi Pacte. Moi, je dirais que le commissaire aux comptes dans les TPE aurait une utilité à nous la démontrer. D'abord, je répète, dans la sécurité, mais aussi au niveau des partenaires financiers. C'est-à-dire que quelquefois, on a des entreprises qui ont quelques difficultés pour se développer et avoir des emprunts, mais quand elles ont la chance d'avoir un expert comptable, c'est évident, mais aussi un commissaire aux comptes et qui a une signature qui certifie, on l'oublie de le dire à nos clients. Mais ça, c'est aussi un label de confiance que le banquier apprécie beaucoup. Alors, deuxième point de mon exposé, c'est un exposé relatif, madame, monsieur, à pourquoi j'ai fait ce mémoire. J'ai fait ce mémoire parce que tout le monde est conscient, et au Maroc, notre majesté est consciente, beaucoup plus que je dirais que son papa, de l'importance de l'énergie renouvelable et de l'importance de devenir, parce que nous, contrairement à ce que certains croient, au Maroc, on n'a pas de pétrole. On est comme en France, on essaye d'avoir des idées, et les idées, c'est en particulier de développer des sources d'énergie qui peuvent être obtenues par la nature, et en particulier les renouvelables, les éoliennes et bien d'autres choses que j'ai décrites. Donc, pourquoi j'ai fait ça? Parce que d'abord, il y a un intérêt personnel
sur le problème du climat et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt à titre d'individu tout cela. Et puis j'ai la chance d'avoir des clients qui sont dans cette recherche, dans cette fabrication d'éoliennes et ça m'a beaucoup donné envie de faire justement à l'échelle marocaine, mais avec aussi quelques, je dirais, éléments comparatifs avec la France, ce mémoire. Troisième point, c'est l'ensemble de mes apports scientifiques. Alors, ces apports scientifiques, c'est l'importante recherche que j'ai effectuée à la fois sur le net, à travers aussi de nombreuses lectures, de nombreuses revues qui touchent à tous ces éléments-là, et aussi la volonté, à travers toutes ces recherches, de suivre le maximum d'informations, que ce soit par des webinaires, par des conférences, par des émissions de télé qui touchent justement ce problème. Il y a des chaînes documentaires en France comme au Maroc. Comme je parle les deux langues, c'est facile de pouvoir suivre à la fois les chaînes d'information très intéressantes que publient certaines chaînes au Maroc et à la fois, bien sûr, les chaînes françaises sur des thèmes précis. Et maintenant, je voudrais à la fois utiliser mon diaporama que j'ai commencé à utiliser. Vous avez vu, je vous ai présenté mon cursus académique, mon cursus professionnel rapidement, puis je vous ai présenté également rapidement le pourquoi avec les idées qui justifient le pourquoi. Dans les apports scientifiques, je ne vais pas revenir, il y a les apports professionnels et techniques. Donc je voudrais commencer par les apports techniques qui servent tous les comptables de France et de Navarre. C'est dans le détail que j'ai fourni dans mon mémoire, j'ai beaucoup insisté sur, je dirais, la fiscalité et tous les atouts que la fiscalité marocaine et française peuvent apporter autour justement de l'économie d'énergie. Et ça, j'ai voulu rentrer dans le détail au niveau des écritures, parce qu'on a beau dire on a un avantage fiscal, mais au niveau des écritures, comment le réaliser? Bien sûr, je me suis fié sur l'ensemble des normes respectées au Maroc et en France, mais j'ai tenté de vous présenter sur le plan technique des modalités d'écriture qui n'ont pas la prétention d'être révolutionnaires, mais qui ont la prétention pédagogique d'être une application plus appropriée, je dirais, à la comptabilité. C'est ce que j'appelle les apports techniques. Par contre, j'ai été beaucoup plus loin dans mon mémoire. C'est là que je développe maintenant les parties de mon mémoire, c'est les apports professionnels. Les apports professionnels qui sont caractérisés par des procédures que doivent ou que devraient, mais ça c'est du conditionnel, je ne suis pas pour l'instant amené à faire du subjonctif et d'impératif, surtout de l'impératif. Je dirais que c'est des conditionnels, mes propositions, qui peuvent être reprises à la fois pour des stratégies à la fois financières, que j'ai évoquées, pour des stratégies fiscales, que j'ai beaucoup développées, et puis pour des stratégies juridiques au niveau du choix à travers le développement. C'est-à-dire que j'ai voulu montrer aussi que quand une entreprise se développe, et ce n'est pas propre à l'énergie renouvelable, il faut adapter le développement par rapport au costume juridique que l'on porte. On ne peut pas avoir le même costume toute sa vie qu'on a eu le jour de son mariage. Eh bien, c'est exactement la même chose pour une entreprise. On ne peut pas garder le costume. Hein. Vous imaginez, moi, personnellement, j'aurais beaucoup de mal à remettre le costume de mon mariage car j'ai pris 30 kilos. Donc, vous imaginez que je ne pourrais même pas mettre ma jambe dedans. Donc, c'est pour vous dire que c'est exactement la même image que je voulais dire au niveau d'une entreprise qui grandit. On ne peut pas garder le même costume juridique. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas. Mais en l'expliquant comme ça, voyez-vous, à travers des anecdotes, mais je me rends compte que mes clients comprennent mieux certains faits. Donc, je ne voudrais pas, si vous voulez, rentrer dans les détails, mais vous comprenez qu'à travers ce mémoire et les parties que j'ai développées, j'ai voulu apporter justement des lignes de réflexion sur le plan stratégie financière, fiscale, économique et juridique. Je ne veux pas rentrer dans les détails de ce mémoire. Je souhaite que nous puissions, s'il vous plaît, madame, monsieur, échanger. Alors, je tenais à vous remercier de votre attention, mais sachez que tout au long de ce mémoire, à la fois en tant qu'individu, j'ai été passionné pour toutes les recherches concernant les modalités qui demain permettront peut-être à notre pays, à l'Europe, de pouvoir devenir autonome. Je suis passionné, mais j'ai été aussi passionné par ce mémoire, par mon expérience que j'ai voulu vous faire partager,
Mais je voudrais, à propos de cette expérience, vous dire, Madame, Monsieur, que l'expérience, comme disait Confucius, c'est une lumière que l'on porte dans le dos. Elle n'éclaire que le chemin parcouru. Si je m'arrêtais là, vous diriez, mais monsieur, vous regardez le passé, ça ne nous intéresse pas. Et c'est pour ça que je continue en disant que, avec ce mémoire, j'ai voulu peut-être de manière prétentieuse éclairer le chemin à parcourir pour aider les experts comptables à trouver à travers ce mémoire peut-être une procédure qu'ils pourront reprendre pour leurs clients. Je vous remercie, madame, monsieur, et je reste bien sûr à votre entière disposition. Monsieur Hicham, qu'en pensez-vous? Bravo, vous avez fait le tour. Pour moi, j'étais jury, je serais convaincu. Bon, et je vais faire maintenant Adeline. Je vais la reprendre. Madame, monsieur, bonjour. Adeline Gressier, je viens des Hauts-de-France, Côte d'Opale, pour vous situer. Et j'ai le plaisir de vous présenter un mémoire sur l'intéressement et l'épargne salariale. Je voudrais d'abord vous présenter mon cursus académique, qui est relativement, je dirais, classique par rapport à beaucoup de candidats. Je ne m'en souviens plus, mais je vais le rappeler quand même si je dis des bêtises. J'ai passé un MSCCF et ensuite j'ai préparé les UV nécessaires à l'obtention du DSCG et j'ai eu l'occasion de faire un stage d'expertise comptable dans un cabinet traditionnel qui m'a apporté beaucoup au niveau expertise et commissariat. Et ensuite, j'ai retrouvé un autre cabinet traditionnel dans lequel je suis. Et à la fois, c'est un cabinet qui a de très bons dossiers et qui a aussi un monsieur qui doit partir en retraite et qui actuellement m'a mis dans les postulants éventuels pour le rachat de ce cabinet. Donc, tout cela explique combien j'ai mis d'atouts dans la préparation de ce mémoire pour être justement capable un jour d'être expert comptable, qui est mon objectif suprême. Sur le plan, je dirais maintenant, de pourquoi j'ai fait ce mémoire, eh bien, je vous disais voici quelques minutes que j'avais de gros dossiers, ou des dossiers intéressants avec 20 personnes, 40 personnes, des résultats comptables et fiscaux intéressants, avec des valeurs ajoutées pour une grande partie de ces dossiers qui dépassent 50 000 euros, ce qui est pour moi, à travers ma réflexion et la réflexion de mon environnement, à la fois expertise comptable et commissariat, une base à respecter. Et donc, j'ai eu envie de me dire, mais finalement, aujourd'hui, surtout pendant cette début de pandémie qui a été relativement importante et qui a bouleversé un peu la stratégie du cabinet et la stratégie de certaines réflexions de dirigeants d'entreprise, j'ai réfléchi au cours du mois de mars, voyez-vous, c'est pas si vieux que ça, j'ai eu cette idée-là. Et j'avais déjà plusieurs dossiers, c'est ça qu'il faut vous dire, qui avaient, par leurs banquiers, mis en place l'épargne salariale et surtout le livret épargne d'entreprise dans lequel je reviendrai dans ce mémoire. Mais je n'avais pas, bien sûr, ignoré l'ensemble de ces produits, mais je n'avais pas été percuté. Et là, à partir du mois de mars, j'ai vraiment investi d'une manière importante. J'ai mis en place plusieurs dossiers sur lesquels je reviendrai tout à l'heure. Mais voilà le pourquoi. Et aujourd'hui, la loi Pacte a été aussi, avec un petit recul entre 2019 et 2020 pour moi, ça a été vraiment le coup de tonnerre qui a permis à l'épargne salariale, qui voyait disparaître un certain nombre de freins fiscaux au niveau des cotisations forfait social en particulier et fiscaux qui ont disparu et qui m'ont permis de mettre en place des relations avec beaucoup de clients que je relate justement dans une partie du mémoire. Troisième partie, c'est mes apports scientifiques. Alors inutile de vous dire, et là je vous le dis, ça a été pour moi un enrichissement permanent parce que
l'ensemble des recherches que j'ai pu accomplir, l'ensemble des relations que j'ai pu avoir avec des confrères et qui ont mis en place d'abord leur épargne salariale chez des clients, mais qui ensuite, c'est le cordonnier qui ensuite adopte cette technique pour lui, ils l'ont mis en place dans leur cabinet, et on a évoqué les différentes techniques de calcul qui m'ont beaucoup servi. Et ensuite, bien sûr, l'ensemble des séminaires et webinaires que j'ai pu suivre, j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt, parce que j'étais intéressé au premier chef, les congrès numériques d'ICF, pardon, et puis d'ECF, qui m'ont vraiment passionné, parce que les ateliers sur ces thèmes-là étaient vraiment menés avec brio, et ça a été aussi des déclencheurs de réflexion qui m'ont servi pour la rédaction de ce mémoire. Et ensuite, je voudrais apporter les apports techniques. Les apports techniques, c'est justement toutes les procédures techniques que tout comptable de France doit respecter, les écritures qu'il faut savoir utiliser pour l'épargne salariale, qui peuvent servir toute entreprise, puisque toute entreprise, même si nous sommes une majorité forte d'experts comptables dans les entreprises, il y a quand même des entreprises qui ont leur propre service comptable. Donc quand je dis apports techniques, c'est des apports qui peuvent servir tous les comptables, y compris ceux du cabinet, mais y compris ceux d'entreprise. Donc ça, c'est les apports techniques qui ne sont pas impressionnants dans le cadre de l'épargne salariale, si ce n'est que bien de maîtriser les écritures relatives à l'épargne salariale et au plan d'épargne reprise et surtout aux abondements sur lesquels je reviendrai. Mais c'est les apports professionnels que j'ai voulu vous apporter pour justement aider les chefs d'entreprise à mettre en place une ligne directrice susceptible à la fois dans le discours, dans la préparation du dirigeant, de mettre en place à la fois l'intéressement et à la fois, par la suite, l'épargne salariale. C'était pour moi justement l'occasion, à travers plusieurs cas réels, de pouvoir peaufiner à travers la réaction, parce qu'il faut tenir compte aussi de l'analyse comportementale de certains dirigeants, qui derrière le mot intéressement, c'était pour eux un aspect négatif, c'était partager avec les autres ce qu'ils avaient gagné eux-mêmes. Et donc c'était une diminution de leur part qui leur revenait. Et là, il a fallu combattre tous ces arguments pour arriver à cela. Donc, je vous ai tout à l'heure, avec votre autorisation, j'ai oublié de vous le rappeler, que je vous ai demandé quand je suis arrivé l'autorisation d'utiliser mon ordinateur avec un diaporama. Je me suis permis de dérouler pendant les premières minutes de mon exposé, vous l'avez vu, quelques slides dans lesquels j'ai rappelé mon cursus académique, mon cursus professionnel et bien sûr à la fois pourquoi j'ai fait ce mémoire. J'ai aussi développé les apports scientifiques, les apports techniques et maintenant dans les apports professionnels, c'est là où je déroule parce que pour moi le mémoire c'est fait pour un cabinet d'expertise comptable, ce n'est pas fait pour un dirigeant. À travers bien sûr l'expert comptable qui aura un dossier, ça peut servir le dirigeant qui aurait envie pour le cabinet d'expertise comptable de X ou Y, qui aurait envie de mettre en place l'intéressement. Donc tout cela, je le déroule, et vous voyez dans la première partie, j'ai développé le contexte. On ne peut pas, dans un mémoire, faire un mémoire sans développer le contexte. On connaît bien sûr que les membres du jury maîtrisent tous les thèmes dans la mesure où chacun a quand même un vécu important, mais il m'a semblé nécessaire de rappeler le contexte et de rappeler donc l'évolution de l'épargne salariale, de l'intéressement et de tous les décrets et lois qui ont pu redonner un coup d'accélérateur à ces procédures. Dans la deuxième partie, je n'ai pas oublié le rôle de l'expert comptable et on a mis en place justement tout un ensemble de paramètres à prendre en compte pour servir aussi à la fois les supports, parce que la question que les salariés ont dans leur tête, c'est beau de nous donner des formules, mais on aimerait savoir sur quoi vous portez l'argent. Et c'est donc l'explication des supports, l'intérêt de ces supports, et ensuite d'essayer dans la deuxième partie, à la fois, de maîtriser un petit peu et d'essayer d'aider l'expert comptable pour je dirais, faire l'échantillon des différentes stratégies que les clients pourraient avoir devant vos propositions. C'est-à-dire d'essayer peut-être un peu, ça a été pour moi l'occasion de bien réfléchir à cela, d'essayer de dégager les profils types de dirigeants d'entreprise devant la possibilité de faire l'intéressement
et de faire la mise en place des plans d'épargne relatifs à l'épargne salariale. Donc, j'ai essayé de faire une analyse comportementale, non pas du dirigeant épargnant, du dirigeant, dans son management et de la volonté. Parce que faire l'intéressement, c'est apporter un changement à son management. Et ça, c'est quand même important de voir leur réaction et de voir, je dirais, la conjugaison à la fois du développement de leur entreprise, de la motivation, passant par l'intéressement. Et ça, on a pu juger que les réactions n'étaient pas tout à fait les mêmes. Donc, j'ai essayé de faire un schéma des différents portraits des dirigeants devant l'intéressement et devant l'épargne salariale. La troisième partie, je dirais, c'est peut-être un peu... Toutes les parties sont riches, mais la troisième partie, elle est riche. Elle est riche pourquoi? Parce qu'elle évoque plusieurs cas de mise en place, à travers à la fois des informations économiques que je communique, en bien sûr modifiant les noms des entreprises, à travers des critères économiques qu'on a définis, et qui permet de mesurer les différentes techniques de calcul qu'on a mis en place pour l'intéressement. Car l'intéressement, c'est quelque chose qui ne doit pas être une diminution du reste à vivre du dirigeant. C'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est un partage à partir d'une base pour pouvoir mesurer l'accroissement de cette base au cours des années à venir. Et c'est l'accroissement à travers des simulations qui servira de base au calcul. Et non pas comme certains le font, et ça je considère que c'est accepté par la directe, parce que là où vous êtes trop large, vous faites preuve, à mes yeux, c'est des formules laxistes. C'est le fait par exemple de dire je fais un intéressement par rapport à l'EBE. Bah forcément, il y aura toujours un EBE, à moins que vous soyez dans la catastrophe et qu'on parle d'insuffisance de l'EBE. Alors, ce serait insuffisance d'exploitation. Vous imaginez le calcul, il n'y aurait jamais d'intéressement dans ces entreprises-là. Elles seraient au bord de la faillite. Quand on a une insuffisance d'exploitation, c'est même pas la peine d'envisager de subsister. Alors, on n'est pas... Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont malheureusement galvaudées. On parle beaucoup aujourd'hui avec la pandémie de risque de faillite. C'est pas ça qu'il faut dire. Parce que la faillite, c'est une infraction pénale pour des gens qui ont commis des actes malveillants au moment de la difficulté de leur entreprise. On dit que les entreprises sont en liquidation, mais non pas en faillite. La faillite n'a pas de conjugaison avec l'entreprise. La faillite, c'est une infraction qui vise un individu et non pas une entreprise. On dit jamais, on doit jamais dire qu'une entreprise est en faillite. On doit dire l'entreprise est en liquidation et le dirigeant a été condamné aux peines de la faillite. C'est une infraction, la faillite. Ce n'est pas un état de fait. Il y a beaucoup de journalistes, ou même des économistes, qui parlent dans le journal Le Monde ou Nouvel Économiste de faillite. Je suis désolé, je ne suis pas d'accord. C'est comme le journaliste qui dit vous allez déclarer vos impôts, n'oubliez pas de déclarer vos impôts pour telle date. On ne déclare pas des impôts, on déclare des revenus, on ne déclare pas des impôts. Mais malheureusement, le langage fait venir tout cela. Alors, dans cette troisième partie, j'ai voulu prendre un exemple d'artisans, de commerçants et d'entreprises libérales dans lesquels on évoque les différents chemins pour mener à l'épargne salariale, à l'intéressement. Et j'ai tenté, à travers d'autres éléments en annexe, de vous apporter les précisions nécessaires. Alors, madame, monsieur, je ne vais pas plus rentrer dans les détails de l'épargne salariale dans lesquels il y a énormément de choses à dire, des moments de choses à réfléchir et de voir que c'est un nouvel outil à l'aube de cet après-Covid que nous sommes en train de vivre ici ce 17 novembre. Nous voyons malheureusement beaucoup de difficultés d'entreprise, donc il ne faut pas s'attendre en 2021 à des intéressements impressionnants, compte tenu que justement le résultat de l'année 20 sera marqué par cette pandémie qui a malheureusement attaqué toutes les entreprises. Donc, je crois que dans les formules à développer, il faudra être très attentif pour que la base de calcul que j'évoquais et que j'évoque dans mon mémoire soit non pas basée uniquement sur l'année 2020, qui serait une année à risque, parce que si vous prenez une petite base pour calculer ensuite les excédents d'année normale, eh bien, vous allez avoir des excédents qui vont être impressionnants compte tenu que vous partez sur une petite base. Donc, moi, je vais vous proposer dans le mémoire, je l'ai fait, une base de calcul qui sera le BE 2020,
le BE 2019 et le BE 2018 avec des coefficients. Compte tenu de la pandémie, je mettrai un coefficient de 3, par exemple, pour l'année 2019. Je mettrai un coefficient de 2 pour l'année 2002 et je mettrai un coefficient de 1 pour l'année 2020, eu égard à ce que j'ai dit. Je ferai une pondération et j'aurai un EBE de base qui sera la pondération de ces 3 derniers EBE. Et à partir de 2021, on calculera l'excédent de l'EBE, mais qu'on n'aura pas oublié non plus, et ça c'est important, de le pondérer par rapport aux salariés de l'année 2018, 2019, 2020, parce qu'on ne peut pas comparer un EBE de 5 personnes en 2020 avec un EBE de 10 personnes, par exemple, en 2021. Et ceux qui sont venus en cours d'année, on va faire, je dirais, des équivalents. Par exemple, un salarié qui a commencé 6 mois, il sera pris en compte pour 0,50. Un salarié qui a fait 9 mois, il sera pris en compte pour 0,64. On va faire des pondérations pour que les comparaisons à la fois au niveau de l'effectif et au niveau de l'inflation, si l'inflation est 2%, eh bien, on tiendra compte en multipliant les valeurs 2020 et 2018 et 2019 pour que les sommes soient comparables. Voilà tout ce que j'ai voulu vous apporter. Alors voilà déjà, moi, un pied dans le détail. Là, j'ai été un peu trop loin, madame, monsieur, de rentrer dans le détail. Je reste à votre entière disposition, mais sachez que c'est un mémoire qui m'a passionné. Et quand je vois aujourd'hui la réaction des personnes qui ont mis en place l'intéressement, quand je vois la réaction des réunions que j'ai pu avoir avec les clients, je me dis haut et fort que l'expert comptable, c'est un très beau métier et c'est un beau métier qui peut apporter quelque chose qui n'a pas de prix, c'est le sourire et la satisfaction à la fois des salariés et des dirigeants. Merci madame de votre attention, merci monsieur de votre attention. Merci Adeline. Merci pour la démonstration. Maintenant, je termine. Tu es toujours là, Zacharia? Zacharia? Parce qu'il s'est couché tard. Tu es toujours là, Zacharia? Je suis là depuis tout à l'heure. Ah, c'est très bien, mon grand. Alors, monsieur Zacharia. Alors, monsieur Zacharia Slami, je suis marocain, habitant la France depuis 2001. J'ai fait une grande partie de mes études à la fois en France, à Bordeaux et à Casablanca, avec le regretté monsieur De Gosse, qui a été longtemps président du jury du DEC et qui m'a donné envie, à travers ses cours, à la fois à Bordeaux et à Casablanca, de devenir expert. Pourquoi maintenant je suis en France? Je suis en France, je ne vais pas vous faire une confidence, j'ai été choisi par une femme française, ou habitant d'origine marocaine mais habitant en France. Vous savez qu'un homme, il a toujours choisi. J'ai été choisi par une femme, donc je suis toujours en France, très heureux d'habiter la France. Et mon cursus académique a été marqué, bien sûr, par un master, un DSCG, que j'ai préparé également, je dirais, en partie, en fin de parcours. Le DSCG, tout ce qui était à STCF était préparé avec Bordeaux et à Casablanca, M. De Gosse, mais le reste a été partagé avec Montpellier, où j'habite actuellement. Mon cursus professionnel se résume à une partie d'entreprise, où j'ai travaillé en entreprise, ça m'a permis d'apprendre un certain nombre de choses, mais très vite, je suis arrivé dans des cabinets traditionnels, et aujourd'hui, depuis un certain nombre d'années, ça va même frôler quelques années avec un S important. Je suis dans un cabinet dirigé par un compatriote qui vit en France, naturalisé français, et dans lequel j'ai la confiance pour évoquer, en tant que chef de mission, des dossiers commissariat et des dossiers expertise comptable. Partie importante de ma réflexion, pourquoi j'ai fait ce mémoire? Eh bien, marocain, j'ai toujours été très attaché à mon pays, car le Maroc, comme beaucoup de pays,
à des zones de ce pays qui sont relativement en difficulté, par absence de ressources, par absence, je dirais, de revenus. On a quand même un différentiel entre certaines régions marocaines. Et j'ai été séduit en tant que père de famille et en tant que Marocain, j'ai été séduit par une association franco-marocaine et je suis rentré dans cette association, je dirais, voici quelques années et je me suis beaucoup investi en tant que d'abord membre, c'est tout. Ma casquette de collaborateur comptable ou chef de mission n'apparaissait pas au départ. Mais très vite, cette association a pris beaucoup d'expansion. Qui dit expansion dit problème technique, problème douanier, problèmes fiscaux et problèmes juridiques. Devant tous ces problèmes qui se multipliaient, j'ai été, vous devinez, à travers ma présence dans un conseil d'administration, j'étais de plus en plus sollicité. Et en réfléchissant au fur et à mesure de l'avancement de l'importance de cette association qui transite entre permanence pour aider en particulier les régions marocaines en difficulté, j'ai décidé de tenter pour aider les cabinets comptables à mettre en place une procédure permettant de mieux faciliter à la fois le suivi des associations, mais à la fois aussi de provoquer des conseils supplémentaires que le cabinet comptable peut apporter. Devant l'accroissement des tâches à accomplir, j'ai sollicité mon cabinet comptable pour savoir si je pouvais amener ce dossier dans le cabinet comptable. Je n'ai pas eu de difficulté à convaincre mon chef d'entreprise, expert comptable, qui lui-même fait partie de l'association franco-marocaine. Alors, cette arrivée dans le cabinet ne doit pas être confondue avec le bénévolat que j'ai longtemps apporté, parce que le cabinet comptable n'a pas vocation a priori à faire du bénévolat, qui est effectué par Zacharia, mais pas par le cabinet comptable. Même si mon cabinet comptable n'est pas exigeant, je dirais, sur une notion qui est fondamentale, qui est la rentabilité. Alors c'est pourquoi je voudrais vous dire que mon apport scientifique a été basé aussi sur la volonté de faire des recherches, non pas simplement pour servir l'association franco-marocaine, mais pour servir toute association qui épouse les mêmes objectifs. Et je me suis rapproché beaucoup des travaux de l'autorité des normes comptables. Je me suis rapproché beaucoup des associations sur le plan national qui développent justement la formation, l'information des différents bénévoles. Et ça a été un enrichissement extraordinaire. Alors, les apports techniques de mon mémoire ont été une interprétation, voyez-vous, au niveau écriture, juridique, comptable, etc., ont été une interprétation qui a été placée à la dimension des associations qui servent de base à ma réflexion, de l'autorité des normes comptables. Les différentes publications, parce qu'il y a des modifications importantes que je voulais traiter. Et ensuite, comme je l'ai présenté dans mon mémoire, au niveau recherche scientifique et technique à la fois, j'ai voulu mesurer l'impact de l'association en général, en France et au Maroc. J'ai pu avoir des statistiques françaises et marocaines qui m'ont permis de faire des focus que j'ai peut-être, à vos yeux, peut-être multipliés, mais qui sont pour moi des moyens d'éclairer. C'est quelque chose que je considère comme important pour appuyer sur les points essentiels
que je veux faire passer. Je voulais vous dire donc que j'ai vraiment développé à travers ces statistiques des ratios fondamentaux pour mesurer justement quel expert comptable, il doit être aussi investi d'une réflexion économique, c'est-à-dire de transformer ou d'analyser le bénévolat au Maroc comme en France en équivalent salarié, pour montrer l'importance justement des activités. Quand vous regardez les statistiques en France, qui est un pays beaucoup plus grand que son pays frère, qui s'appelle le Maroc, bien vous êtes impressionné du nombre d'équivalents salariés. Alors certains pourraient dire, mais à tort ou à raison, qu'on pourrait remplacer ces bénévolats par des demandeurs d'emploi. J'avoue franchement qu'il ne faut pas raisonner de cette manière-là. Le bénévole, il le fait sans coût, il le fait par passion, donc il le fait avec compétence dans un domaine associatif. Alors demander à un demandeur d'emploi qui n'a pas la compétence ni la formation pour pouvoir s'investir dans une association, avouez que c'est un peu difficile d'interpréter. Même si le gouvernement a fait un pas à travers les crises qui se situent là depuis l'année 2020 pour permettre de créer justement des postes dans les associations qui bénéficieraient à travers des demandeurs d'emploi du financement de l'État français pour aider des associations à travers des postes qui seraient, donc c'est une sorte de remise à niveau, de nouveaux contrats de professionnalisation qu'on va développer dans le monde associatif. Et là, il y a des idées à creuser à ce niveau-là pour voir justement en France comment on peut développer ces contrats payés par l'État et qui peuvent renforcer le service ou les travaux à effectuer dans le monde associatif. Sur le plan professionnel, là, je me suis vraiment investi pour aider au maximum tous les cabinets comptables qui ont des associations. Donc, j'ai dépassé le stade de l'association franco-marocaine, car toutes les procédures qui sont en harmonie, comme je l'ai dit, avec les lois nouvelles, m'ont permis de pouvoir valoriser justement des choses nouvelles, comme le travail des bénévolats, qui sont des informations extra-comptables et qui sont obligatoires maintenant depuis la loi 2019. Donc on a, nous experts comptables, tout un dossier. Alors je vois tout de suite une question qui peut éventuellement être posée par des personnes comme vous, madame, monsieur, c'est, mais monsieur, vous nous présentez un dossier là, qui est un dossier de parents d'élèves, on a l'impression que vous faites une petite association et vous êtes en train de nous donner des outils qui, à mes yeux, sont disproportionnés. Comment situez-vous la rentabilité de votre cabinet par rapport à ça? Alors, je répondrai tout simplement deux choses. D'abord, que j'ai eu la compréhension de mon responsable de cabinet pour prendre ce dossier et de ne pas montrer une exigence importante. Mais ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que la rentabilité n'est pas immédiate. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est vrai que ce n'est pas un dossier qui dégage une rentabilité extrême, mais qui ne perd pas d'argent. Et ça, c'est important. Parce que nous, dans un cabinet comptable, on a une comptabilité analytique. C'est-à-dire que quand on fait une mission pour Pierre-Paul Jacques, on sait combien ça coûte et on sait combien on doit la vendre. Donc cette comptabilité analytique, elle est hyper développée, elle se développe de plus en plus d'ailleurs, et elle est un outil de décision impressionnant et indispensable. Donc, ce que j'appelle, moi, la rentabilité différée. Pourquoi? On s'en est rendu compte depuis qu'on a pris ce dossier, qu'on a eu des retombées. Exemple, vous avez dans l'association franco-marocaine des Marocains qui ont plusieurs cabinets, par exemple, d'opticiens, et qui découvrent au cours de notre intervention, puisque j'ai l'occasion de faire des interventions en assemblée générale, que je suis derrière un cabinet comptable. Eh bien, on a eu des contacts que j'appelle rentabilité différée, à travers des opticiens, à travers des cabinets de dentistes, à travers des chaînes de petits magasins, de supérettes. On a eu donc des retombées de clients qui sont venus. Donc, quand je dis rentabilité différée, je dis rentabilité pas immédiate, mais qui peut être à répercussion. Et j'en profite pour dire que indirectement, quand on mesure l'impact que ça a provoqué
l'arrivée de l'association dans notre cabinet, ben, notre dirigeant est totalement satisfait à travers la qualité des clients qui sont venus, parce que c'est d'abord des gens qui s'investissent dans une association sans arrière-pensée et qui ont trouvé peut-être qu'on avait quelques compétences qui pourraient leur servir et qui sont venus chez nous. Et ben, c'est tout un ensemble de satisfaction que je voulais terminer cette rapide exposé en vous disant, Madame, Monsieur, que je reste à votre disposition, mais sachez que tout au long de la rédaction de mon mémoire, je n'avais qu'une pensée, c'est de servir le cabinet comptable et indirectement de servir la profession. Merci de votre écoute et je reste à votre entière disposition. Merci. Merci, monsieur. Merci. Voilà, nous avons parlé presque 2 heures. Je n'ai pas parlé de l'UVA. Je rappelle simplement que... Francis, Bonjour, Francis. t'interromps. Oui, surpris, vas-y. Franchement, là, tu m'as rassuré parce que je suis en train d'écrire maintenant. Et je pensais aux 10 minutes comment les aborder. Mais là, tu m'as donné une idée. Je ne sais pas pour les autres collègues. Tu m'as rassuré. Bah, c'est sûr, je suis là pour ça, mon grand. Je suis là pour ça. Et puis, pas les autres, tu verras, les mêmes ressentiments, non? tu verras avec les soutenances blanches, tes collègues diplômés qui m'ont eu avant toi, ils pourront te le dire que les soutenances blanches, c'est génial. Mais ce que je veux, si vous voulez, c'est que le jury amène un barème. Parce que c'est pas normal qu'on juge un candidat qui, par exemple, est intimidé et qui a fait un excellent mémoire et qui n'a pas donné une bonne impression à la soutenance, qui soit descendu. Ça, c'est pas normal. Et ça, c'est pas normal non plus qu'un gars qui a fait un mémoire dégueulasse, avec 150 fautes, parce qu'il parle bien, qui en met plein la vue, et que le gars en face n'a pas lu les mémoires, et qu'il ait 14 au mémoire. Ça, j'accepte pas. J'accepte pas de voir à bibliothèque des mémoires qui ont eu 16 avec 50% de plagiat. Ça, j'accepte pas. J'accepte pas. Et qu'une dame que j'avais eue en... Bonjour, Francis. Comment? Bonjour, Francis. Je m'excuse, il y a quelqu'un qui a parlé, j'ai pas compris. Bonjour, Francis. Ah, qui c'est à l'appareil? C'est Germaine. Germaine, Francis. C'est Oui, bonjour, Francis. Germaine. Donc, tu as écouté Bonjour, tout ou tu as écouté que récemment? J'avais des soucis, mais j'écoute depuis plus d'une trentaine de minutes. Ouais, d'accord. Donc, tu as écouté que l'une des soutenances que j'ai réalisées. Donc, je disais que j'espère qu'il y aura un barème, mais que j'ai vu en bibliothèque des mémoires qui avaient 50% de plagiat et qui avaient 16. Et je considère que c'est absolument anormal. Alors, je vous mets en garde qu'un certain nombre de membres du jury ont des logiciels anti-plagiat qui sont à la disposition du jury. Certains l'utilisent, certains ne l'utilisent pas, mais il faut vous méfier. Donc c'est pourquoi je répète qu'il y a un sauveur qui peut vous permettre de passer outre, parce que quelquefois on a tendance à reprendre une phrase ou une citation, que vous mettez le nom, il n'y a aucun souci. Mais je voudrais aussi vous dire que j'ai mis sur mon site, au niveau des moteurs de recherche, j'ai mis 2 choses qui sont une gratuite, c'est le dictionnaire des synonymes, qui est gratuit, et je l'ai encore utilisé avec Karima hier, je l'ai utilisé quelquefois aussi avec Hicham, ou avec Zakaria, ou même avec Germaine, qui a fait son mémoire et qui va le soutenir sur le prélèvement à la source au Cameroun par rapport indirectement au prélèvement à la source en France. Bon, on verra ça ultérieurement. Et tout ça mérite qu'on utilise le dictionnaire des synonymes. Ça ne coûte pas cher de le mettre sur son bureau. Et quand on a un doute sur un mot qui était repris d'un article, on change le mot. Ça nous permet d'éviter d'être accusé de plagiat. Parce que là, il faut éviter de recopier des articles, c'est trop facile. Donc, il faut chercher. Il faut faire un effort de recherche. Puis, à contre, j'ai acheté, je l'ai conseillé à certains, j'ai acheté en numérique les nouveaux dictionnaires Robert,
qui sont formidables, qui permettent d'avoir des citations, qui permettent d'avoir des synonymes, qui permettent d'avoir des mots à éviter, etc. C'est génial. Tu fais des recherches et tu relis ton mémoire avec le dictionnaire Robert. Tu mets ton mémoire à travers, je dirais, le dictionnaire Robert, il corrige toutes tes fautes. Ça, c'est génial. Ça te coûte 79 € et ça te permet d'éviter. Quelquefois, il te propose de changer de mot. Et il t'indique quelquefois c'est que tu un plagiat. Il l'a déjà rencontré quelque part. Donc, tu imagines un peu que c'est une forme à la fois de logiciel anti-plagiat. Vous pouvez l'acheter, vous faites dictionnaire Robert numérique, je vous ai donné l'adresse. C'est 79 € et vous l'avez directement avec un code de licence qui vous est envoyé par mail et vous le mettez en place et puis après vous mettez votre mémoire dedans et vous pouvez développer un mémoire qui aura 0 faute, ça c'est sûr. Voilà un exemple. Donc, je voulais dire que pour terminer rapidement, l'UV1 et l'UV2, je n'ai pas parlé parce que je ne peux pas tout parler. Ce matin, on a beaucoup travaillé parce qu'on est en train de rédiger le mémoire et on a, pour l'UV1, c'est beaucoup plus tardif. L'UV1, c'est simplement lire mes manteaux comptables, je dis des bêtises, c'est Carédec 1 et Carédec 1 bis, et puis toutes les annales, et puis surtout regarder sur le H3C et sur la compagnie des commissaires aux comptes, les nouveautés des commissaires aux comptes. D'ailleurs, sur mon site DEC 2020, vous avez Assises Commissariat aux comptes, vous avez un dossier qui est Commissariat aux comptes Assises nationales, vous avez tout sur ces nouveautés et vous êtes sûr en UV1 d'avoir des questions sur la loi Alpes, sur les Alpes, sur Mission Alpes, pardon. Vous êtes sûr d'avoir des questions relatives à la loi Pacte, sur les, etc. Donc vous devez voir toutes les nouvelles normes qui ont été sorties à la fois, il n'y en a pas beaucoup, pour les experts comptables. Vous faites des recherches, nouvelles normes experts comptables et nouvelles normes commissariat aux comptes, vous avez toutes les nouvelles normes. Vous savez que pour l'UV2, vous devez aussi prendre votre Carédec A et Carédec 2 et quelques informations de déontologie parce que en UV2, vous pouvez avoir des questions de déontologie. En UV2, je ne vais pas répéter, je vous ai envoyé hier à tout le groupe 2 gros dossiers sur l'audit numéro 4 des SCG avec tous les exercices possibles. Je vous invite à tous les voir et mettre dans votre lexique que je vous demande de préparer depuis des mois et des mois, de mettre un certain nombre de remarques sur les provisions, sur les nouvelles écritures, qui ne sont pas toujours monnaie courante au niveau du DEC UV2, c'est sur les stratégies qu'on découvre, et de mettre ça dans votre lexique qui est fondamental. Sans lexique, vous allez à la catastrophe. On va commencer à travailler tous les samedis matins les UV2 de sujets de l'intègre, le sujet de l'État, qu'on va travailler ensemble pendant 4h30. Je vous donnerai des exercices, on les corrigera le samedi suivant, on va faire tout un ensemble de choses que je corrigerai et je vais changer ma stratégie pour l'UV2 pour que votre lexique documentaire soit le plus performant possible. Tout cela sera conforté, confirmé, si Dieu le veut, c'est-à-dire si la pandémie ne nous empêche pas de venir à Béthune au cours du 4 novembre jusqu'au 8 novembre et de travailler de manière exceptionnelle pendant ces 4 jours avec des nouvelles méthodes, des nouvelles conditions. J'ai réservé toutes les chambres. Ils m'ont dit, point d'interrogation par rapport à la pandémie, j'ai réservé une dizaine de chambres au lycée hôtelier pour que tout le monde puisse avoir l'occasion d'être au lycée hôtelier. J'ai la chance de pouvoir déjeuner au restaurant universitaire le midi à 3,25, le matin le petit déjeuner à 2,50 et le soir le dîner à 7 € avec des chambres qui tournent autour de 30 à 40 €. Ça veut dire qu'au total, quand vous avez des chambres à 30 € qui sont hyper bien, vous avez un coût total d'hébergement de 45 € pour la journée avec 3 repas. Donc, je considère que vous avez des chambres très bien. Internet a été rétabli dans toutes les chambres parce qu'il y avait eu
une mauvaise interprétation. Donc maintenant, Internet fonctionne très bien dans toutes les chambres et c'est un point important. C'est-à-dire qu'on travaille dans la journée et Germaine a pu s'en rendre compte et le soir, je ne l'ai pas peut-être fait lors de la venue de Germaine, mais je l'ai fait lors de la venue d'Abdelak et autres l'année dernière. Je le referai cette année. Il y a des gens qui vont venir à Béthune comme ça parce qu'ils ont déjà l'UV2, l'UV1. Ils se rendent compte qu'ils vont déjà pénétrer à Béthune, à travers Béthune et ma présence. Ils ne seront pas obligés de suivre les cours que je vais faire pour l'UV1, l'UV2, mais ils pourraient être présents parce que le soir, je vais faire toujours le soir des soutenances blanches pour ceux qui sont éventuellement en UV1 et UV2, mais qui sont également présents sans passer l'UV1, l'UV2. Ils seront prioritaires le soir, ces gens-là. Ils passeront premier pour passer l'UV2, l'UV3. Donc c'est après le dîner là, qui se termine vers 19h30 qu'on va se mettre dans une salle, ou alors on ira au lycée hôtelier, comme il y a des gens qui logent, on a les salles, donc on a les clés jusqu'à 2h du matin si on veut. On fait passer dans une grande salle de restaurant, on fait passer les soutenances blanches, tous ceux qui ont dîné, y compris mon épouse, quelquefois, y compris quelquefois les conjoints d'autres personnes, tout le monde est là. Et je choisis avec moi quelqu'un qui a déjà l'UV3, par exemple, je pense l'exemple de Cyril, qui sera forcément avec moi pour faire les soutenances blanches, les séances du soir, et on vous posera les questions à peu près pour 30 à 40 minutes chacun. Donc on se termine quelquefois vers minuit. Mais c'est pas grave, tous les soirs, on a une journée qui commence à 8h30, qui se terminera à minuit, et qui recommencera le lendemain à 8h30, mais c'est pas grave, on est là pour gagner. Donc ça, je vous le dis, comment ça se passera. Pourquoi j'ai dit minuit? Parce que normalement, un lycée, ça ferme, mais comme on a des locataires qui sont dans les chambres qui sont à 10 mètres du restaurant, ben, on aura la possibilité de travailler comme ça. Voilà. Voilà, terminé. Je dirais à Germaine, pour ne pas évoquer des problèmes à la fois personnels et collectifs, on ne va pas tout mélanger, que ce matin, je ne peux plus continuer parce que j'ai des amis qui arrivent prendre l'apéritif et je dois me changer, etc. Mais je donne rendez-vous à Germaine demain à 17h pour en discuter. D'accord? D'accord, Francis. Voilà, c'est tout simple. Je suis ouvert à toute réflexion et je ne laisse jamais, jamais tomber mes candidats. Mais j'ai aussi pour principe de dire qu'il faut respecter un certain nombre de règles. Moi, quand un candidat a dépassé les 3 séances, pour l'instant, je fermais les yeux. 3 sessions, pour l'instant, je fermais les yeux. Parce que imaginez ça, la même chose à l'ENOS. Vous inscrivez en 2017 et vous ne passez que votre mémoire en 2020, l'ENOS ne va jamais accepter. Il va vous dire non, écoutez, non, vous devez repayer l'intégralité. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, ça ne sert à rien. Mais tout le monde sait que je suis derrière vous. Je suis très heureux de l'opinion d'Adeline. Je suis très heureux de l'opinion d'Zacharia qui a raisonné en silence pour me donner hier soir son avis. Déjà, il m'a donné son avis. Et je suis très heureux d'Hicham qui s'est exprimé en disant « ça m'a rassuré ». Mon rôle, les amis, c'est de vous donner, et mon épouse contribuera également, à vous donner une confiance en vous extraordinaire. Non pas que vous allez arriver en sifflant le jour de la soutenance, c'est pas ça que je veux, mais être capable de répondre à toute provocation qui ne manque pas quelquefois de vous être proposée par des gens qui sont là pour tester la réaction de l'homme ou de la femme qui veut devenir expert comptable et qui quelquefois dans sa vie se retrouvera devant des situations difficiles et voir si elle est capable de réagir comme un professionnel. Voilà ce que je dois vous dire. Et mon rôle, c'est de vous rassurer. Mon rôle, c'est de vous apporter la confiance en vous. Et par la répétition des soutenances blanches, par la répétition des questions que vous poseront Germaine, Adeline, etc., André, Joseph, et j'en passe et des meilleurs, tous les groupes qui seront présents le dimanche matin. Tout le monde me dit, tous ceux qui ont réussi, mes 8 personnes qui ont été reçues l'année dernière, les 8 sur 8 à soutenance, ils m'ont dit, Francis, avec tes séances individuelles, dans la semaine, tu nous démolis, mais quelquefois, on est beaucoup plus démolis par nos amis qui nous ont posé des questions le dimanche matin, mais ô combien on les remercie, parce que la question qu'a posée, par exemple, Adeline dimanche, ben, c'est la question que m'a posée
je dirais, le jury. Et ça, j'avoue franchement que grâce à Adeline, ben, je dis ça pour donner une image, ben, j'ai su répondre parfaitement au jury parce que Francis nous avait donné la réponse qu'il fallait donner. Et ça, c'était génial. Parce que mon rôle dans les soutenances blanches, c'est d'échafauder toutes les questions possibles en allant pas par point dans votre mémoire. Et ça vous permet d'avoir, le jour de votre soutenance officielle, toutes les ressources pour répondre et d'avoir confiance en vous. Parce que vous dites, on ne peut pas me poser des questions sur lesquelles je ne serais pas capable de répondre. Voilà. Est-ce que j'ai été clair pour tout le monde? Oui. C'est enregistré? Oui. C'est tout enregistré. Je vous souhaite un bon dimanche. Je donne rendez-vous demain à Hicham à 9h30, à 8h30 ou 8h si elle veut par rapport au travail qui est à fournir. On a beaucoup de boulot. 8h ou 8h30, c'est toi qui choisis. À Adeline, à 18h, 18h30 pour notre ami Zacharia et à 17h pour Germaine. Voilà pour les 4 présents ce matin. Il y a d'autres rendez-vous, mais je ne les cite pas parce qu'ils ne sont pas présents. Mais je refais parce que là, ici, à Cap-d'Agde, je ne peux pas faire la même chose. Je serai rentré le 15 août. À partir du 16 août, je vous mets un doodle de 6h du matin à 12h et un autre doodle de 15h à 17h. Et certains soirs, il n'y a pas de match, un doodle de 17h à 19h jusqu'au 30 août au matin, 30 août au soir. Et je fais aussi 6h, 12h le 31 août au matin. Donc, vous allez avoir ma présence 12 heures par jour du 16 août au 30 août et 6 heures le 31 août. Voilà. Je ne peux pas mieux parler. Je vous souhaite un bon dimanche. Moi, je vais me préparer parce que dans quelques minutes, j'ai des personnes. Et puis, je vais me changer. Oui, j'ai pas reçu ton mail d'hier. Oui, parfait. Je t'ai même dit merci. Parfait, mon grand. Non, mais ton mail de retour pour la documentation. J'ai pas eu de retour pour l'instant. J'ai pas eu de retour, mais j'ai eu ton retour et je t'ai renvoyé un mail en te disant merci, mon grand ami. Non, mais le mail de retour de la fin de la séance, je l'ai pas reçu. Oui, je sais. Voilà. Écoute, demain, Hicham, sois en forme comme la fois dernière. Et on prépare nos focus. Hein. Et je dis ça également, puisqu'on a un focus qui reste en plan. On va le trouver d'ici demain matin. Allez. Essayez de me renvoyer le mail de la fin de la séance. Et ton quoi? Le mail de la fin de la séance, je l'ai pas reçu. D'accord. Bon. Est-ce que tu as eu le temps de regarder tout ce que je t'ai envoyé sur la fiscalité, Hicham? Non, j'ai pas reçu. Oh, ben, je vais te le renvoyer, hein. Je vais te le renvoyer. Je vais te le renvoyer, merde alors. Je vais te le renvoyer tout de suite, après ça. Allez, ou dans la journée, parce que là, il faut que je me prépare. Et je vais te le renvoyer. Il n'y a pas de souci. Allez, je vous remercie tous et je vous souhaite une très, très bonne journée. Allez, je vous t'envoie ça, tout ça. Allez, salut, mon grand. Salut. Bon dimanche. Salut. Bon dimanche et à demain, Francis.